Bonjour à toutes et à tous et bienvenue du coup dans ce deuxième webinaire flash de l'année 2026 proposé par le réseau Synapse qui cette fois porte sur les outils et bonnes pratiques de mobilisation des entreprises, des acteurs économiques de manière générale. On a un peu conçu ce webinaire comme une espèce de grande boîte à outils. Donc parfois on peut enfoncer des portes ouvertes, mais l'idée c'est de la co-construire aussi un petit peu avec vous aujourd'hui. Et donc, on va vous demander aussi un peu de contribuer plutôt dans la partie conversation dans le chat pour pouvoir alimenter avec vos bonnes pratiques, avec des retours d'expérience, des illustrations, etc. On en aura aussi tout au long du webinaire. Voilà, mais l'idée, c'est de co-construire un petit peu ensemble cette grosse boîte à outils et d'avoir quelque chose, une bonne base, on va dire, pour vous donner les bonnes questions à se poser quand on veut mobiliser efficacement sur les territoires, parce qu'évidemment, chaque territoire possède ses propres spécificités. Euh, on va commencer d'abord par se présenter. Je vais commencer. Donc, moi, je suis Clémence Rennery. Je suis consultante senior en économie circulaire au sein du cabinet Colibri. Et on fait partie avec Justine d'un consortium de cabinets qui accompagne l'ADEME pour animer ce réseau Synapse depuis maintenant 4 ans, 5 ans, si je ne me trompe pas. Voilà, donc on est accompagné de d'autres cabinets conseils également que vous devez avoir déjà entendu parler ou en tout cas rencontré dans le cadre d'autres rencontres, d'autres webinaires et événements du réseau Synapse. Et Justine, je te laisse peut-être 2 secondes te présenter aussi. Et Justine Claude, donc je travaille pour Initiative Durable et donc je suis chargée de projet économie circulaire avec une forte expertise écologie industrielle territoriale depuis plusieurs années aussi maintenant. Voilà. Quelques petites règles aussi de bon fonctionnement pour le bon déroulement de ce webinaire. On va vous demander évidemment de couper vos caméras et vos micros. Seuls Justine et moi, ainsi que les quelques intervenants que l'on a prévus, seront visibles à l'écran et pourront parler durant ce webinaire. Vous êtes très nombreux. On a, je crois, plus d'une cinquantaine de personnes à date et on a presque 100 inscrits. Donc voilà, c'est important pour garder une fluidité, en tout cas, que tout le monde coupe ses caméras et ses micros. Évidemment, si vous souhaitez échanger, et ce sera vraiment quelque chose qu'on vous demandera tout au long du webinaire, le chat est ouvert. Donc il y a un bouton conversation sur lequel vous pouvez poser vos questions, vous pouvez partager vos retours d'expérience, etc. Donc n'hésitez pas surtout à le faire et on vous encouragera à le faire tout au long. Et vous pouvez aussi, on va vous poser, pardon, quelques questions peut-être le long de ce webinaire-là, et donc vous pourrez directement y répondre également. Et petites infos, mais ça, vous avez dû avoir une notification. Ce webinaire est enregistré et il sera évidemment disponible en replay sur le réseau Synapse, évidemment. Et on vous transmettra également, ainsi qu'à tout le réseau Synapse, le support de présentation qui sera enrichi avec vos retours d'expérience et vos illustrations que vous nous donnerez dans le chat. Voilà, et je crois que je te laisse la parole. Oui, merci. Donc là, on est une soixantaine en ligne, mais il y a 101, 100, mince, mon 1 a switché, mais on est 111 participants, pardon. Et on est assez équilibré en termes de animateurs, non-animateurs d'écologie industrielle territoriale. Merci à tous de nous rejoindre pour ce webinaire aujourd'hui et peut-être pour la slide d'après. On aime bien à chaque fois dans les webinaires mentionner un petit peu quelles sont les régions qui sont les mieux représentées. Comme d'habitude, il y a notamment le Hauts-de-France qui sont très souvent maintenant les grands gagnants de la participation. Et puis sinon, après, là où il y a des petites étoiles, c'est les régions. C'était pour plus facilement retrouver les régions qui avaient le plus de participants. On a l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et les Pays de la Loire. Et encore une fois, avec des vainqueurs en Hauts-de-France. Pour l'ordre du jour, donc on va vous faire une rapide introduction.
Ensuite, on a intitulé ça les 10 commandements de la mobilisation, puisque vous le verrez, on a axé ce webinaire avec des mots chapeaux pour un petit peu mieux ranger les pratiques qui peuvent exister pour la mobilisation et tous les conseils qu'on pourrait donner en termes de mobilisation. À la fin, on vous proposera une boîte à outils autour de questions à se poser et des à faire, ne pas faire. L'objectif vraiment de ce webinaire, et puis après un temps de fin et d'échange. Et du coup, tu peux passer, Clémence. Euh, ce qu'on- on vous invite à vraiment couper vos micros, s'il vous plaît, si c'est possible, pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Et donc oui, pour la partie introductive, ce qu'on voulait vous dire, c'est que c'est vraiment un webinaire qui se veut interactif, donc vraiment utiliser la partie chat et conversation pour à la fois poser vos questions, mais à la fois n'hésitez pas à nous alimenter aussi sur vos retours d'expérience, puisque on le verra tout le long, mais il y a pas de bonne pratique précise, enfin, on va jamais vous orienter sur vous devez absolument faire ça. On va vous donner une liste non exhaustive d'actions que vous pourrez mener. Euh, L'important, c'est, bon là, on vous a mis un nuage de mots, mais en mobilisation, c'est la créativité, l'adaptation qui sont les maîtres mots. Euh, Ce qui va fonctionner chez certains, bah, en fait, ça fonctionnera pas chez tous. Donc, vous le verrez, on a aussi un mot identifié qui sert à se dire bah, comment il est, moi, mon territoire, et comment je peux m'adapter à mon territoire pour mobiliser au mieux. Le fait de tester, c'est très important aussi parce que les ratés font partie des succès. Et puis ce webinaire, il parle à la fois de la mobilisation des démarches, mais aussi de la mobilisation autour d'actions qui peuvent être menées au sein des démarches, donc comme mobiliser pour des groupes de travail, mobiliser pour des ateliers de détection de synergie et plus largement, mobiliser les entreprises au sens large. Euh, l- En fait, la mobilisation, c'est l'action majeure que tout animateur va avoir à faire. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a proposé cette thématique. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la proposition du déroulé du ce webinaire sera sur 10 commandements, donc c'est 10 mots chapeau, dans lequel on va intégrer des éléments, mais vous le verrez, il y a pas mal de transversalité entre chaque commandement. Et encore une fois, tout au long de la présentation, n'hésitez pas à intervenir dans le chat pour nous donner vos retours d'expérience et vos questionnements. Voilà. Donc, on commence par identifier, puisque c'est vraiment le socle de base de toute action. J'entends un micro qui réverbère. Est-ce que vous pourriez tous couper vos micros, s'il vous plaît? Euh, Mais oui, du coup, ce que je disais, c'est que merci d'avoir coupé. L'important, c'est d'identifier, donc connaître un peu les étapes de sa démarche, savoir bah, pourquoi on mobilise, mais surtout quelle direction on veut donner, qu'est-ce qu'on veut proposer aux acteurs du territoire. Vous le verrez tout au long de ce webinaire, on vous a proposé à chaque fois, par grand mot chapeau, plusieurs questions à se poser. Bien sûr, c'est identifier aussi sur le territoire les structures présentes. On reverra après, mais pour s'appuyer dessus. Euh, c'est identifier aussi les habitudes du territoire sur le réseautage. C'est est-ce qu'on a plutôt l'habitude de se voir le matin ou est-ce que c'est plutôt l'après-midi ou le soir parce que il y a des méthodes qui ont l'habitude de se réunir le soir et aussi quel type de canaux de communication on utilise. Est-ce que c'est les mails, les SMS, etc. Et parfois, il existe aussi des stratégies qui sont de donner une identité à la démarche pour pouvoir plus facilement en parler. Et donc là, c'est aussi d'identifier, bah, est-ce que je fais un logo pour en parler? Est-ce que je crée toute une identité visuelle finalement autour de ma démarche pour pouvoir faciliter la compréhension des acteurs et pour pouvoir plus facilement en parler.
Euh, Plus on est clair sur les connaissances qu'on a du territoire et finalement, meilleure sera la mobilisation. Et oui, effectivement, on ne l'a pas mentionné en introduction, mais vous aurez le support et on rediffusera la vidéo en replay. Voilà. Tu peux passer, Clémence. Ensuite, on propose un second mot qui est s'outiller. Donc, parce que pour toute mobilisation, on va utiliser des outils différents, à la fois les mails, mais on peut aussi avoir, par exemple, une newsletter, un site internet, tous les outils de communication autour de Teams, WhatsApp, peut-être un forum ou LinkedIn. Tous ces éléments-là, en fait, ils contribuent grandement à mobiliser puisque les appels téléphoniques aussi vont cibler une certaine typologie de personnes, et puis il y en a d'autres pour qui ça va mieux fonctionner par LinkedIn ou des choses comme ça. Donc, le canal de communication a son importance. Euh, Ensuite, il y a également tout ce qui est autour des relais, mais ça, on le verra dans la partie s'entourer. Et puis, il peut y avoir aussi d'autres outils comme les fichiers contacts qui permettent de savoir qui je mobilise à quel moment. Si vous avez également d'autres outils de communication qui ne sont pas forcément cités ici, n'hésitez pas à le mentionner dans le chat, parce que ça peut être intéressant. Et tout ce que vous nous mettrez dans le chat sera aussi réintégré dans la présentation pour alimenter encore un peu plus ce qu'on voulait vous communiquer finalement. Donc les questions en fait à se poser, c'est quoi les habitudes du territoire sur les termes de communication, parce qu'en fonction, je vais plutôt adapter les visites d'entreprise ou les appels. Euh, Quels canaux existent et fonctionnent, et puis à quel rythme de communication je vais pouvoir parler. Sur les points d'attention, il y a quand même le principe de se dire que si j'envoie un mail, un SMS, ah, merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Ouais, ça fait de l'arsène. Ouh, Ouais, merci. hop. Merci beaucoup. Donc, sur le fait de pas surcommuniquer, si on envoie un mail et puis que 2 jours après on envoie un SMS puis qu'on l'appelle, c'est sûr que la mobilisation, on va se dire ah bah moi j'ai mis tout mon effort dans la mobilisation, mais en fait la personne elle va être dégoûtée en face. Donc la fréquence a une importance. Et aussi combien de temps vous vous donnez pour faire la mobilisation. Souvent pour un atelier de détection de synergie, chez nous, Initiative Durable, on promet au moins 1 mois et demi avant pour pouvoir aussi prendre le temps de faire une première communication par mail, par exemple, en parler durant des événements et puis ensuite faire des mobilisations téléphoniques. Et donc le point qui est non négligeable, c'est effectivement les relances téléphoniques qui sont un point qui peut être un petit peu moi personnellement c'est pas la mission que je préfère le plus, les relances téléphoniques, mais pour le coup c'est quand même celle qui fonctionne le mieux, d'avoir les personnes au téléphone pour à la fois les convaincre et puis à la fois plus facilement leur expliquer s'il y a une incompréhension. Et donc pour ça on a un retour d'expérience de Marcia Nord Développement et que Clémence va pouvoir nous donner. Oui, merci Justine. Je vais essayer d'être une digne représentante de Marcia qui ne pouvait malheureusement pas être là aujourd'hui, mais on trouvait son retour d'expérience assez intéressant. Évidemment, ça ne peut pas s'adapter à tous les territoires, mais en tout cas, c'était intéressant de voir comment eux, ils avaient appréhendé, enfin, ils avaient utilisé en tout cas cet outil qui est WhatsApp notamment. Et donc, juste pour reprendre un peu ce qui est Marcia Nord Développement, c'est une association, un réseau d'entreprises qui est situé dans les quartiers nord de Marseille et qui était connu pour ceux qui font de l'EIT depuis un moment et qui sont dans le réseau Synapse sous le nom de Cap au Nord Entreprendre. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, je pense que certains ont déjà entendu ce nom parce ils sont assez actifs dans le réseau Synapse. Et donc, ils travaillent sur des thématiques d'emploi, de marketing territorial. Ils essaient de faire matcher les entreprises et les personnes des quartiers nord qui peuvent être un peu éloignées de l'emploi. Ils travaillent sur des sujets mobilité, environnement, etc. Et ça fait maintenant quelques années que leur démarche EIT est impulsée chez Marcia sur ce territoire-là.
Ils ont monté des actions concrètes sur de la collecte de déchets, des offres de gestion de déchets, etc. Et il y a 2 ans maintenant, ils ont créé une communauté WhatsApp pour leurs adhérents, mais pas que, puisque cette communauté est ouverte vraiment à tous. Tout le monde peut inviter une personne ou une entreprise à rejoindre cette communauté, donc c'est vraiment ouvert. Et ils l'ont appelée Optimi. Je vais mettre la slide, ce sera peut-être mieux pour vous. Donc voilà, ça fait 2 ans qu'ils l'ont mis en place. Et le succès de cette communauté, on va dire, WhatsApp, c'est vraiment un seul fil d'actualité WhatsApp. Et très intéressant. Ils ont aujourd'hui 184 membres dans la communauté. C'est majoritairement des entreprises, mais on peut aussi retrouver un petit peu des particuliers. Et selon leurs hypothèses, on va dire leurs estimations de calcul, parce que du coup, ils fouillent un petit peu dans les messages aussi, ils comptent 950 messages qui ont été échangés entre 2024 et 2026. Et ces messages ont donné lieu à environ 86 synergies détectées. Et parmi ces synergies détectées, il y en a 38% qui sont plutôt des échanges sur le sujet du réemploi, du prêt d'équipements, comme par exemple des bocaux en verre, etc. Il y en a 21% qui concernent plutôt de la valorisation de déchets. Donc, ça peut être des plaques de contreplaqué, ça peut être des matelas aussi réemployés en hébergement d'urgence, etc., etc. Il y a 17% qui concernent aussi de la réutilisation. Il y a une petite partie aussi qui concerne les services, les compétences. Voilà, est-ce que tu n'as pas une compétence particulière sur un sujet et on se l'échange. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup, effectivement, d'échanges, de partage sur cette communauté qui fonctionne. Et ils ont essayé d'estimer un petit peu le poids de ces matériaux, de ces équipements qui ont été mutualisés, qui ont été réemployés aussi grâce à cette plateforme. Et donc, ils arrivent à estimer entre 25 et 57 tonnes de matière échangées, valorisées, réemployées grâce à cet outil. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant de réussir, enfin, ce qu'ils ont réussi, déjà de faire vivre cette communauté et ce groupe WhatsApp, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que parfois les entreprises, elles ont plein de fils d'actualité, plein de fils WhatsApp, ça peut être compliqué de les faire venir encore sur un énième film. En tout cas, pour eux, ça a fonctionné. Donc, il faut adapter en fonction, évidemment, du territoire. Et surtout, ça leur permet, ce fil, d'avoir un premier niveau d'information, puisqu'ils arrivent à capitaliser de la donnée, dont beaucoup de démarches aimeraient bénéficier, parce que voilà, ils n'ont pas à rappeler les entreprises pour leur dire alors, qu'est-ce que vous avez fait suite à l'atelier, etc. Donc voilà, ça permet d'avoir un premier niveau d'information sur les échanges et le réemploi qui ont été faits. Donc voilà, voilà la première petite illustration qu'on voulait vous partager avec ce mot outillé. Et je te relaisse la main, du coup, Justine. Merci. Euh, Ensuite, on a la partie argumentée. Suite à l'identification de la meilleure connaissance du territoire, on identifie normalement un peu les termes qui fonctionnent et les termes qui fonctionnent pas. Donc c'est en lien avec le questionnement de se dire est-ce qu'il y a des termes qui sont proscrits? On sait que par exemple dans l'écologie industrielle territoriale, si on est en zone tertiaire ou en milieu rural où il y a très peu d'industrie, la partie industrielle du milieu de EIT ne fonctionne pas. Et donc c'est une adaptation forcément des termes qui sont utilisés. Ensuite, c'est comment on argumente pour justement à la fois mobiliser les entreprises, mais aussi les parties prenantes de la démarche. Et donc pour ça, il y a un argumentaire qui peut se construire. On a des petits outils qui existent déjà sur Synapse, à savoir le document construire son argumentaire pour mobiliser sur une démarche de IT. Il vous invite à retrouver des retours d'expérience de personae. Et puis ensuite, si vous le souhaitez, construire vous-même vos personae si vous n'y retrouvez pas dedans. Mais en tout cas, ça permet de construire son argumentaire, de se dire qu'est-ce qui est moteur, qu'est-ce qui peut convaincre les entreprises et aussi adapter son discours à l'interlocuteur. Parce que certaines entreprises, par exemple industrielles, elles vont peut-être avoir un aspect
image de marque qui va plus leur parler, alors que peut-être qu'un artisan, lui, ça sera l'aspect financier et puis gain de temps qu'on peut lui proposer en réduisant ses déchets ou en lui trouvant des débouchés de matières premières secondaires. Euh, Ce qui fonctionne aussi dans les arguments, c'est s'appuyer sur les succès. Se dire, bah ça, en fait, on l'a déjà mené ou tel territoire national l'a déjà mené et ça fonctionne bien. Et même ses propres succès, on y reviendra à la fin, mais quand on évalue nos actions et nos démarches, euh, en fait, parfois, les résultats, par exemple, de tonnes équivalent CO2, permet aussi de convaincre finalement les interlocuteurs. Et donc, ce qu'on mentionnait en début de cette slide-là, c'est vraiment utiliser les bons termes. Euh, Se dire que je ne vais pas parler d'écologie industrielle territoriale forcément si, en fait, je parle qu'à des artisans. Forcément, ils vont pas comprendre. Enfin, non pas qu'ils comprendront pas, mais ils se sentiront pas concernés. Donc voilà. Donc ça, c'est un outil qui existe et ça nous semblait important de vous le communiquer. Et puis en lien avec ça, sur l'argumentation, il y a un carnet. Si Clémence, tu peux passer à la slide d'après. Un carnet, c'est là, on a vraiment mis au cœur de cette partie-là l'animation EIT et le rôle de l'animateur, quelle posture il a à avoir. Bien sûr, la politesse, le respect de l'autre, être sociable, puisque la grosse partie du métier, c'est quand même d'aller vers l'autre et de communiquer sur des éléments et animer. Euh, Pourquoi pas avoir un peu d'humour, ce qui fonctionne souvent avec certains interlocuteurs. Mais c'est aussi et surtout enfin, pour mieux incarner, c'est aussi de connaître ses interlocuteurs. Savoir à qui on parle, ça permet d'avoir une proximité avec les entreprises. Elles ont confiance, elles savent qu'on va pas leur vendre quelque chose qui n'a pas d'intérêt pour elles. Euh, et donc, enfin, c'est vraiment important de connaître ses interlocuteurs et de s'adapter à leurs préférences. On a parlé des canaux de communication en début du webinaire. Effectivement, il y a certains interlocuteurs qui vont mieux fonctionner par appel et d'autres qui vont mieux fonctionner par SMS. Euh, et aussi, on adaptera son discours à l'interlocuteur qu'on va avoir, si c'est un directeur, un QHSE ou un technicien. Ce ne sera pas les mêmes termes qu'on utilisera. Après, ce qu'on peut vous conseiller aussi, c'est de rencontrer les entreprises régulièrement et pas uniquement attendre les gros temps de mobilisation. Enfin, en tout cas, par exemple, un gros atelier de détection de synergie pour s'assurer d'avoir une mobilisation minimale. C'est toujours important d'aller rencontrer en amont les interlocuteurs qui nous aient vus. Et pas que ce soit du démarchage unique téléphonique. Et puis, quelque chose qui est parfois indéniable, c'est de passer en mode chien de chasse. Mais en gros, c'est de pas lâcher l'affaire et donc de se dire, si la personne me dit, ah oui, je vous rappellerai, c'est de dire, ah oui, on peut se rappeler quand, à quel moment et, et, et pourquoi, par exemple, vous refusez. En tout cas, c'est vraiment d'essayer de trouver les arguments qui peuvent les convaincre parce que souvent, elles sont réfractaires au départ, mais après, elles y trouvent leur compte. Et puis, on voulait juste vous communiquer que si parfois vous avez un coup de mou sur cet élément et sur le fait d'incarner, forcément, bah oui, ça arrive et c'est normal. Et donc, n'hésitez pas à vous rapprocher des autres animateurs qui vivent la même chose que vous tous les jours. Et puis, voilà. Pour cette partie-là, on voulait faire intervenir Romain Deveau de Tonon Agglomération qui va nous en dire un peu plus sur comment il incarne son rôle d'animateur. Romain, je vous laisse la main. Oui, bonjour, merci Justine.
Ouais, alors moi, juste le message que je veux faire passer, c'est qu'une démarche de IT, c'est aussi une affaire d'humain, en fait. C'est une affaire de confiance, c'est une affaire parfois juste, en fait, de chef d'entreprise qui se tape dans la main. Et donc, bah, la démarche IT, c'est important qu'elle ait un visage. Donc, souvent, c'est le premier visage, c'est le visage de l'animateur. Parce que c'est lui qui est au centre un petit peu de la démarche, qui l'incarne le plus, on va dire, et son job, voilà, c'est vraiment de tisser du lien, d'aller sur le terrain, de rallier, bah, comme le disait Justine, vraiment de rallier les entreprises à l'écosystème, de multiplier, pardon, les rendez-vous, d'aller sur site, mais sans, voilà, non plus trop s'imposer. Après, ça peut aussi être deux animateurs, hein, ça ne change pas grand-chose, comme c'est le cas sur notre territoire. Mais voilà, l'important, c'est vraiment de créer du lien, que ça soit même avant la boucle. Je prends par exemple l'exemple d'une boîte, un fournisseur, non, un distributeur, pardon, d'énergie, dont je tairai le nom, mais c'est pas compliqué, il y en a pas 36, voilà, qu'on a réussi à intégrer dans une démarche de IT, alors qu'on n'avait aucun contact parce que vraiment on a interpellé les gens derrière la barrière dehors en disant ouais, est-ce que vous pouvez nous ouvrir? On est rentré, voilà, est-ce qu'on peut avoir un contact, etc. Et c'est comme ça qu'on a créé le lien vraiment en allant voir directement les gens. Après, bon, l'animateur, c'est son job d'incarner la démarche, mais sans entreprise, il n'y a pas de démarche IT, hein. Donc, il faut aussi qu'il y ait des gens en entreprise qui incarnent la démarche. Alors, des gens qui sont en capacité de prendre des décisions, ou en tout cas de faire prendre des décisions, et puis aussi qui connaissent leur sujet. Parce que nous, quand on a amorcé la boucle dont je vous parlais, on a fait avec les contacts qu'on avait, avec les personnes qui voulaient bien répondre, et puis parfois, c'était pas toujours les bons interlocuteurs en fonction des sujets. Donc, quand on a voulu aller sur des sujets qui sortaient un petit peu des échanges matières, voilà, plastique, palettes, carton, etc., et d'aller plutôt vers des sujets ressources humaines, bah là, nos interlocuteurs, c'était pas forcément les bons. Donc, on a vraiment dû tout reconstruire, aller chercher les bons interlocuteurs en interne qui n'étaient pas du tout au courant de la démarche. Donc, si c'était à refaire, ce que je ferais, en tout cas pour les plus grosses boîtes, c'est vraiment une réunion de lancement en interne, où on garderait un référent en entreprise, mais où on inviterait plusieurs compétences, dont des ressources humaines par exemple, pour que la démarche ne soit pas incarnée par une seule personne en entreprise, voilà, et qu'on puisse aller mobiliser les bons interlocuteurs en fonction des sujets. Et puis c'est la même chose en interne aussi. Petit point d'alerte, finalement, quand un animateur de démarche OIT s'en va, et ben, la démarche, elle peut vraiment vaciller. Donc, je pense que c'est intéressant aussi de bien relayer en interne à sa collectivité les sujets pour aller piocher dans les compétences pardon, de différents services, que ce soit de la mobilité, que ce soit de l'énergie, etc. Et puis que la démarche ait plus de chances de poursuivre par la suite. Voilà, c'est juste un petit peu ce que je voulais vous faire comme retour. Merci beaucoup. Et effectivement, ça fait le lien avec la slide d'après, qui est s'adapter. Donc, je la prends par l'arrière, mais effectivement, l'un des points importants, c'est d'adapter la cible au sujet ou le sujet à la cible. Et on recommande effectivement de pouvoir avoir plusieurs interlocuteurs au sein des entreprises. Si par exemple vous portez un sujet de mutualisation de formation, vous aurez plus de succès de vous adresser à la RH ou le RH que de vous adresser à la personne en charge du qualité, sécurité, environnement. Et en revanche, si vous allez sur les process, etc., bah, ça sera peut-être plus intéressant d'avoir quelqu'un qui est plus technique ou alors sur l'aspect peut-être plus gouvernance, bah, d'avoir ou s'il y a, une invitation des entreprises, par exemple, à participer financièrement à une action commune, bah, là, ce sera bien d'avoir la direction. Donc, en fait, avoir à ce titre plusieurs interlocuteurs différents au sein d'une entreprise, c'est super intéressant. Et je vais passer directement au retour d'expérience pour ensuite finir l'explication de s'adapter. Mais chez nous, Initiative Durable, donc on anime plusieurs démarches en parallèle, et notamment sur la démarche clé des ports de Strasbourg,
on a un Excel dans lequel on a la totalité de nos entreprises, donc par le nom d'entreprise, puis on a l'ensemble des contacts enfin, on a plusieurs contacts dans une entreprise. Et sur la partie colonne en haut, finalement, on a nos grandes thématiques, donc à savoir notre groupe de travail mutualisation de formation, les GT de l'année, où on a également, nous, une rencontre des entreprises sur l'aspect gouvernance. Bah, à chaque fois, les contacts sont cochés et les bons contacts sont cochés pour chaque sujet. Et on envoie l'information qu'à ces personnes-là également. Ce qui permet aussi de revenir sur les slides précédentes où on disait que c'est important de ne pas surmobiliser. Euh, le terme d'adaptation, en fait, on aurait pu le mettre un peu partout et on en a parlé tout au long du début de la présentation. Mais en fait, c'est le principe même de se dire que ce qui fonctionne chez nous ne fonctionne pas forcément chez les autres. C'est vraiment très transversal. Euh, et donc, il y a adapter son positionnement. Moi, je suis animateur, j'adapte mon positionnement en fonction de ce que veut l'entreprise, de la façon dont l'interlocuteur aussi s'adresse à moi ou de la thématique aussi que j'aborde. Adapter aussi la temporalité des actions. Ça, c'est non négligeable puisque, en fait, par exemple, là, on a la période de mai qui était un gruyère où il n'y avait pas beaucoup de temps. Les entreprises, avec les ponts, etc., elles étaient focus sur leur activité. Si j'avais fait le choix de mettre une action dans ce mois-là, en fait, il y aurait eu de fortes probabilités qu'il y ait très peu de personnes qui participent. Donc la partie vraiment choisir la bonne temporalité, c'est important. Il faut s'adapter au canal de diffusion, on en a parlé avant, mais il y a peut-être enfin, personnellement, nous, on a des interlocuteurs, quand on leur fait un mail, ils répondent jamais. Ils me disent tout le temps, fais-moi un SMS parce que j'ai pas le temps. Donc il y en a certains où finalement, dans notre fichier contact, on a préfère les SMS ou préfère les mails, n'aime pas les appels. Ou ne répond jamais aussi. Et donc ça, cette adaptation-là, en fait, elle rend plus efficace la mobilisation parce que vous allez directement toucher la personne sur le canal qui fonctionne le mieux pour elle. Ensuite, il y a aussi adapter le format au sujet qu'on aborde. Euh, Par exemple, vous voulez travailler la mutualisation, l'achat mutualisé par exemple de bornes de recharge. Ajouter un temps de retour d'expérience en amont pour ensuite rentrer dans le vif du sujet. Ça va vous faire venir plus de personnes parce qu'ils vont se dire, ah bah c'est l'occasion d'aller voir cette entreprise et ensuite de travailler un temps. Donc ça fonctionne bien, mais le format est adapté à la thématique. Parfois, si on a juste des informations à faire passer, peut-être que un webinaire très rapide suffit. Ou alors, c'est faire des entretiens individuels pour récupérer des données. Donc en fait, le format en fonction du besoin qu'on a son importance. Voilà. Et après, on l'a déjà dit également précédemment, mais s'appuyer sur les succès et les échecs, c'est très important. Si on analyse une réunion et qu'on se dit, bah là, il n'y avait pas beaucoup de gens, pourquoi? Est-ce que c'était à cause de la période? Est-ce que c'était à cause du sujet? Est-ce que c'était à cause du format? Et du coup, ou des interlocuteurs présents, parce qu'il n'y avait peut-être pas une expertise poussée, ou même le niveau d'expertise ça a son importance pour, enfin, en fait, pour se dire, bah là, ça n'a pas marché pour telle raison. Et à l'inverse, aussi se dire, bah, ça a fonctionné pour ces raisons-là, en fait. Et donc, c'est s'adapter constamment, c'est l'un des points les plus importants. Et donc, dans les questions que vous avez à côté, c'est effectivement, euh, qu'est-ce qu'ont besoin les entreprises? Quels sont leurs enjeux? Quelles sont les attentes au niveau de l'expertise? Et puis, est-ce que c'est le bon moment pour mobiliser? Euh, et qui je dois mobiliser au sein de l'entreprise? Voilà. Et du coup, il me semble que c'est là que je prends la main sur les 5 autres commandements qu'on va vous présenter également. Et là, on est sur réunir, évidemment, c'est un des commandements capitaux aussi de cette présentation-là.
L'objectif, ça va être de travailler la logique de réseau, la logique de communauté pour pouvoir créer un lien de confiance entre les acteurs. C'est vraiment le b.a.-ba de chaque démarche de ET et ça, je pense que vous l'aurez compris. Parce que avant de créer des coopérations, il faut créer de la confiance absolument. Et c'est le véritable objectif, enfin le véritable objectif de la démarche. C'est pas tant de réunir les entreprises dans une salle ou quoi que ce soit, mais vraiment de créer les conditions favorables à l'échange aux rencontres, et ça, peu importe la forme finalement que ça va prendre, parce que voilà, les coopérations n'apparaissent que si les conditions favorables sont réunies pour créer cette fameuse coopération. Et c'est que quand les gens se parlent et échangent de l'information, qu'ils peuvent échanger du coup derrière des ressources. Donc, organiser régulièrement des temps d'échange, qui soient formels ou informels, c'est essentiel pour faire en sorte que les humains se parlent, les humains se rencontrent, parce que ce sont des démarches qui sont intuitu personae, donc elles sont liées à l'humain. Donc, c'est important de multiplier, mais pas trop, les occasions de se rencontrer, de varier aussi les formats. Ça peut prendre la forme de petits déjeuners, de défis inter-entreprises un peu décalés, de visites de sites, de groupes de pairs sectoriels ou de groupes de pairs, enfin de groupes de travail un peu plus thématiques, bien sûr. Nos fameux ateliers inter-entreprises de détection de synergie, des petits rendez-vous de speed meeting pour faire suite à ces ateliers-là, des bourses ressources aussi. Il y a beaucoup de territoires, je sais qu'il y en a aussi dans la salle qui utilisent les bourses ressources pour proposer des temps un petit peu différents. Tout ce qui peut servir finalement à l'interconnaissance, à la détection ou la mise en œuvre de synergie est bon à prendre très clairement. Et donc, l'un des enjeux majeurs, c'est faire se rencontrer les entreprises, installer ce climat favorable aux synergies. Et pour ça, on peut vous donner quelques bonnes pratiques, on va dire, pour faire ça. C'est déjà se voir physiquement. Parce que, comme l'a dit aussi Romain, c'est d'aller à la rencontre aussi des gens, des personnes, et de les voir, pas forcément que appeler, etc., mais vraiment de se rencontrer physiquement de temps en temps, pas toujours en visio, pas toujours au téléphone, même si évidemment on a aussi besoin de la visio pour pouvoir rythmer la dynamique, proposer des temps moins chronophages, on va dire, pour les entreprises. Surtout si vous êtes sur un territoire où les temps, les temps sont longs, géographiquement en tout cas. Autre point important, il faut créer ces espaces où les échanges peuvent être transparents, peuvent être simples, où les acteurs finalement se sentent en confiance, se sentent à l'aise, qu'ils osent parler aussi de leurs enjeux, qu'ils savent que voilà, ce sera où il y aura de la confidentialité aussi. Donc voilà, ils savent qu'ils peuvent parler de leurs difficultés, de leurs besoins dans un cadre, on va dire, transparent et sain. Donc voilà, c'est vraiment ces échanges-là qui vont faire émerger des idées, des opportunités de coopération également. Quelque chose à ne pas sous-estimer, c'est la convivialité surtout et la puissance des temps informels. C'est vraiment pas un temps accessoire. Ils sont essentiels pour moi à la dynamique de réseau. C'est vraiment un outil d'animation en fait, hein, la convivialité. C'est des moments informels qui créent de la confiance aussi. Et la confiance, évidemment, amène la coopération. Et il y a souvent des échanges très intéressants qui se font à la pause café et pas forcément pendant l'atelier lui-même, parce qu'ils arrivent à ouvrir un peu les sujets, à parler un petit peu d'autres choses. Donc, la discussion informelle entre deux personnes qui découvrent qu'elles partagent des problématiques communes est importante aussi dans des temps conviviaux et informels. Donc, surtout à ne pas sous-estimer. Donc, ne pas se dire, tiens, j'ai pas le temps de faire une pause café ou un petit cocktail déjeunatoire, si c'est essentiel justement pour réussir à créer ce lien de confiance aussi. Et c'est aussi intéressant de faire des pas de côté, de proposer des formats un petit peu différents, des moments de prise de recul peut-être, de déconnexion. On peut imaginer évidemment des jeux sérieux, des espèces de conférences ou des webinaires un peu inspirants, des formats plus participatifs, où on se déconnecte un petit peu, qui permettent de sortir du cadre un peu habituel de la réunion, d'atelier, etc. Ça permet de faire monter aussi en compétence les entreprises sur des sujets qui peuvent être assez proches, voilà, et de faire peut-être émerger des sujets auxquels on n'aurait pas forcément pensé par ailleurs. Il faut bien sûr rester un petit peu
pragmatique, c'est-à-dire que faire avec les contraintes des territoires, des entreprises, et penser évidemment aux visio. On n'a pas toujours le temps de se déplacer, surtout sur des territoires étendus. Donc voilà, réduire les temps de présentiel quand la dynamique est lancée, notamment, ça peut être une bonne option. L'idée, c'est pas faire que du présentiel, évidemment, hein, c'est aussi de trouver un bon équilibre entre... j'ai des Larsen ou en tout cas quelqu'un qui n'a pas coupé J'ai son micro. désactivé le Super, micro. merci. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'est pas de faire du présentiel de manière systématique, mais plutôt de trouver le bon équilibre entre proximité, souplesse. Voilà, on peut proposer des visios plutôt régulières en sous-groupe sur des thématiques précises pour rythmer, trouver des jalons, etc. On va reparler d'ailleurs du verbe rythmer par après. Mais en tout cas, voilà, trouver cet équilibre-là, c'est important. Et une bonne pratique aussi qu'on pourrait ajouter, c'est donner à voir en proposant des visites. Des visites croisées pour inspirer, pour mieux appréhender les sujets. Toujours pareil, de voir physiquement des acteurs, des problématiques, ou au contraire des leviers. Donc voilà, les visites vont créer de la curiosité et vont mobiliser des acteurs. En tout cas, ce qu'on peut noter du coup dans ces démarches-là, et plus largement, pas que dans les démarches de l'ET, mais dans toutes les démarches où on essaie de créer des communautés, c'est d'essayer de maintenir cet engagement durable le plus possible en proposant des espaces réguliers d'échange entre pairs, de l'apprentissage collectif, etc. Je pense que ça, c'est important. Et je me rappelle aussi d'un témoignage à l'occasion du congrès ressources en 2020 ou 2022. C'était Nadia, une animatrice de Rodez Agglomération, qui disait justement de son côté que c'était des entreprises qui ne se connaissaient pas du tout sur son territoire. Et l'objectif, c'était de partager leur 06. C'est ça son objectif, que les entreprises partagent leur 06. Donc je me dis qu'on est un peu des agences patrimoniales, clairement, pour les entreprises là-dessus. Et du coup, les questions qu'on peut se poser là-dessus, c'est comment on passe juste d'un contact d'un 06 à une dynamique plus collective, à une réelle communauté. Comment les entreprises aussi de mon territoire ont l'habitude de se voir, ont l'habitude de se réunir. Quels sont les formats d'animation qui fonctionnent et qui sont les plus adaptés à mon objectif, à mon territoire, à mes acteurs. Et comment finalement créer des conditions favorables à la coopération sur mon territoire. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui marcherait? Qu'est-ce qui dépend évidemment du contexte et des habitudes de vos entreprises. Voilà. Et pour ça, j'ai un petit retour d'expérience à vous proposer d'Aurélia Perrotte de l'ADEC, qui va vous donner quelques exemples, on va dire, de bonnes pratiques pour réunir les entreprises sur son territoire. Aurélia, je te laisse la parole. Merci beaucoup Clémence. Bonjour à tous. Donc moi je suis Aurélia Perrotte et je travaille donc pour l'ADEC, qui est l'Association pour le développement de l'économie circulaire et collaborative. Donc on est basé dans le 49 dans le Maine-et-Loire. Donc on accompagne en fait les entreprises justement et les collectivités vers des entreprises plus circulaires. Et donc moi mon métier c'est d'être animatrice territoriale. Donc c'est justement de faire se rencontrer tous ces acteurs. C'est hyper important, tu as parlé de communauté. Nous, les structures, quand elles rejoignent l'ADEC, en fait, elles ne viennent pas chercher que des solutions pour leur matière, elles viennent vraiment chercher un réseau. C'est de l'échange entre pairs, c'est justement cette communauté dont tu parles. On se pose toujours en fait cette question, mais en fait, pour les réunir, en fait, avec quoi elles veulent repartir, avec quoi elles doivent repartir. Et du coup, j'avais envie de vous partager un peu 4 tips, ces différents formats et qui répondent surtout à 4 besoins qu'ont aujourd'hui les entreprises. C'est peut-être pas exhaustif, mais en tout cas, c'est mon retour d'expérience pour aujourd'hui. Le besoin numéro 1, c'est au-delà du réseau, je dirais que c'est aussi proposer des temps un peu de business. Là, tu parlais du 06, c'est un peu ça. Généralement, en fait, là, quand on organise des temps de speed ressources, donc d'identifier aussi les ressources que peuvent avoir les entreprises, soit qu'elles ont, soit qu'elles peuvent donner. En fait, le but, c'est après de transformer des pistes de synergie en actions un peu concrètes. Et donc, cette manière de restituer, là, on a testé, nous, des fiches individuelles, donc par entreprise, qui vont lister un résumé, en gros, de toutes les pistes que chaque entreprise a, donc à qui elles peuvent donner quoi, chez qui elles peuvent récupérer telle ou telle matière. Et on va laisser vraiment un temps d'échange pour que chaque entreprise qui est munie un peu de sa petite fiche, en fait, aille à la rencontre de son voisin et prenne rendez-vous pour la suite. Donc, en fait, ça pousse vraiment à aller se visiter les uns les autres. Donc, il y a vraiment une logique aussi territoriale. C'est pas juste, en fait, un échange de cartes de visite, quoi. Cette année, on a testé aussi, donc lors de notre rencontre annuelle, on a essayé
tester ça à plus grande échelle, un temps vraiment de rendez-vous un peu business, donc un salon des solutionneurs, donc avec pour vraiment faire du business avec des stands, etc., et des rendez-vous d'affaires que on a organisés donc en amont pour les participants qui étaient présents. Le besoin numéro 2 que j'identifiais, c'était aussi offrir des vrais temps de pause et d'inspiration. Comme tu l'évoquais tout à l'heure, tu as parlé de pas de côté, des temps de prise de hauteur. Chez nous, c'est un peu le rôle qu'a notre rencontre annuelle, justement, dont je viens de parler. Généralement, on mise tout le temps sur un speaker un peu inspirant qui va faire prendre de la hauteur. Donc cette année, par exemple, nous, c'était autour du temps et c'est quelqu'un, un chercheur qui est venu nous parler du temps comme ressource immatérielle, comment l'accélération en fait dans nos vies nous faisait créer des accidents et comment les accidents on pouvait capitaliser sur ces apprentissages comme ressource immatérielle. Donc voilà, c'est des choses qui sortent un peu de l'ordinaire aussi pour des chefs d'entreprise. Et on avait un lieu aussi, les lieux, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, tu parlais de visite d'entreprise, mais un lieu qui va marquer les esprits. Là, on était dans un lieu qui s'appelait Synergie Mauges, donc Mauges, territoire aussi de la collaboration inter-entreprise et qui proposait un showroom de l'économie circulaire. Donc voilà, c'est aussi un peu inédit et à faire découvrir. Euh, pour ça, les dirigeants, vraiment, ils ont besoin un peu de sortir la tête du guidon, mais ensemble. Et cette respiration, justement, pour moi, elle peut aussi se construire collectivement. Donc, on tient cette année vraiment à impliquer les adhérents dans l'élaboration aussi de ces temps. Et donc là, par exemple, on a mis en place une commission d'animation qui a été dédiée vraiment à l'élaboration de ce programme, de cette rencontre annuelle. Le besoin numéro 3, c'est pour moi, pour les entreprises, c'est trouver de l'énergie collective, surtout pendant ces temps un peu moroses qui ne sont pas évidents pour tout le monde. Donc là, on a organisé sur plusieurs années, alors on revoit un peu le format cette année, mais c'est le défi ADEC. Donc là, c'est un quiz qu'on organise en interne, donc intra-entreprise, sur des sujets autour de l'économie circulaire. Et chaque salarié répond individuellement. Et donc, en fait, le meilleur, celui qui a répondu à plus de réponses et le meilleur de chaque entreprise vient représenter ses couleurs dans une finale inter-entreprise. Donc, il y a un côté un peu esprit de compétition, mais c'est sympa, ça permet aussi de mobiliser les collaborateurs et c'est pas seulement aussi les dirigeants. Et enfin, le besoin numéro 4, je dirais que c'est aussi leur donner des outils qu'elles ont co-construits. Et là, c'est un peu le rôle de nos groupes de travail. Et ce qui est drôle, c'est que je vois Sophie Huard qui était présente avec moi ce matin dans le cadre d'un groupe de travail que j'anime notamment sur les achats responsables dans les marchés publics. En gros, on va partir des sujets d'actualité de nos adhérents, des sujets aussi qui vont nous faire remonter dans le cadre de notre communauté. Ça peut être des sondages d'ailleurs vous en parlez sur WhatsApp, enfin voilà, ou même juste des remontées quand on a des rendez-vous individuels avec nos adhérents. C'est vraiment être à l'écoute de leurs besoins. Et donc, par rapport à ces sujets, en fait, on va partir de leurs enjeux, on va les transformer en problématiques. Et de ces problématiques-là, on va en faire ressortir des livrables qu'on va prioriser ensemble en disant, mais quel livrable pourrait être le plus intéressant à traiter en collectif. Et on les responsabilise, c'est-à-dire que vraiment, dans ces groupes de travail, je les fais bosser. Enfin, on parlait tout à l'heure de la posture ou le fait d'incarner une démarche, c'est aussi vraiment faire travailler, les rendre aussi acteurs. Et nous, on est plutôt facilitateurs. Et donc, on va les faire travailler comme ça sur plusieurs séances. Et donc, elles vont s'investir, ces entreprises ou ces structures, parce que le résultat, en fait, va leur servir et n'est pas qu'à eux, ça va aussi servir et nourrir la communauté. Et elles vont être fières presque, en fait, de présenter le travail qu'elles ont produit. Donc, voilà, je voulais juste peut-être en fil rouge de tout ça, pour moi, organiser une rencontre, faire réunir aussi sa communauté, c'est toujours savoir ce que ça va apporter concrètement. C'est que pour moi, on ne va pas mobiliser sur un discours, mais on va mobiliser parce que justement, on va répondre à un besoin, que ce soit du rendez-vous B2B, que ce soit justement un temps d'inspiration, que ce soit un livrable le concret, mais réunir, c'est concret, c'est rien. Voilà. Merci. Merci beaucoup Aurélia. Et effectivement, le salon des solutionnaires dont tu parlais, peut-être que ça rejoint aussi le commentaire de Rémi du Système qui proposait d'inviter des acteurs à participer à une démarche en se positionnant comme facilitateur, voire apporteur de solutions. Donc, aller aussi finalement sur le cœur de métier pour les faire rentrer dans la dynamique, ça peut être super intéressant. Et je trouve ça super intéressant aussi d'essayer de créer un esprit de communauté en mobilisant les collaborateurs et pas uniquement les chefs d'entreprise. Ça, je trouve ça très puissant et ça rejoint aussi ce que disait Romain tout à l'heure
l'heure, sur l'importance d'avoir plusieurs interlocuteurs qui connaissent finalement la démarche et de les impliquer aussi là-dedans et que ce soit pas qu'un seul interlocuteur, le chef d'entreprise ou un responsable de production, etc. Et je vois qu'il y a une question de Corinne dans le chat pour toi qui te demande si ton outil fiche individuelle entreprise par Synergie pourrait être partagé par hasard. Voilà. Oui, avec plaisir, pas de souci. En fait, c'est assez simple comme outil, ça pousse vraiment juste à la discussion et on avait pour info accompagné ça aussi de petites fiches annonces en disant je recherche telle matière ou au contraire je veux donner telle matière. Donc c'est assez visuel, mais c'est plus sympa des fois qu'un tableau Excel qui récapitule toutes les synergies qui sont possibles. Ouais, c'est un peu un format speed meeting de ce que tu m'avais raconté, mais sans le fait que l'animateur, en tout cas de la démarche, va positionner des rendez-vous. Tu les mets dans une salle et c'est à eux d'aller rencontrer les gens comme ça, de manière aléatoire, en fonction de ce qui les intéresse le plus par rapport à ce qui est noté sur leur fiche, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc, pour Euh, faciliter oui. peut-être la récupération, est-ce que Aurélia, tu pourras nous l'envoyer et puis on le communiquera aux participants? Oui, bien sûr, sans problème. Super, merci beaucoup. Parfait. Donc, merci Aurélia. Et puis, de toute façon, on te retrouve juste après pour un second retour d'expérience. Alors, on parlera pas forcément de tout ce qui est justement technique d'animation, comment animer, tous les formats, les techniques d'animation qui existent. Il y en a énormément qui peuvent être mobilisés pour les démarches de l'ET, évidemment. Et c'est très en lien avec bien mobiliser, évidemment, les entreprises, on est d'accord, parce que ça peut aider justement à faire venir les entreprises, car leur format leur paraît innovant, intrigant, participatif, concret. Voilà, ça peut aussi aider à faire revenir des entreprises si l'animation en tout cas était pertinente. Donc voilà, ce type aussi de technique d'animation est importante et ça permet de varier. Enfin, c'est important de varier les formats pour créer de la curiosité et se réinventer. Et je pense aussi, notamment, ça me fait penser à mon ancien métier, parce que j'ai travaillé pendant 8 ans au Club d'écologie industrielle de l'Aube, donc j'ai animé 8 ans une démarche, qui, à mon sens, continue d'exister, d'évoluer depuis 2003, parce que leur mantra, clairement, c'est de l'expérimentation. Donc, ils ont expérimenté plein de formats, plein de techniques d'animation différentes qui permettent aussi voilà, de se réinventer et de sans cesse trouver des nouveaux sujets, des nouvelles façons d'aborder la coopération, de créer aussi des partenariats avec des structures un petit peu innovantes, du coup de faire venir ou revenir des entreprises dans cette démarche-là et de jamais, on va dire, rompre cette mobilisation-là. Donc vraiment la diversité des formations des formats d'animation, pardon, c'est une des clés d'un territoire qui continue à mobiliser et à donner envie à cet acteur économique de le suivre. Et on enchaîne du coup avec le 7e verbe d'action qui est s'entourer. Et derrière ce verbe, il y a une idée assez simple hein, qui est mobiliser seul, c'est extrêmement chronophage, énergivore. Et quand on anime une démarche, on peut vite avoir le réflexe de vouloir tout faire soi-même, d'identifier des entreprises, de les contacter, d'organiser des événements, de relancer, d'animer, etc. Mais très rapidement, on se rend compte que cette logique a ses limites, évidemment. D'abord parce que ça demande énormément de temps et que vous allez vous perdre et vous épuiser en faisant ça. Et parce qu'une entreprise aussi reçoit déjà de nombreuses sollicitations de la part des clubs d'entreprise, des réseaux, des chambres consulaires, d'organisations patronales, voilà, tout un tas d'acteurs que l'on connaît bien sur le territoire. Donc, ajouter une sollicitation finalement supplémentaire, c'est pas toujours la stratégie la plus efficace en tout cas. Donc, en s'entourant, l'objectif est vraiment double ici, c'est renforcer la crédibilité de la démarche et toucher davantage d'entreprises que vous n'auriez pas touchées ou que vous ne connaissez pas parce qu'elles ne font pas partie de votre cercle ou de votre listing d'entreprises. Le premier volet qu'on peut vous proposer, c'est de s'appuyer sur des ambassadeurs et des entreprises motrices. Donc, l'échange de pair à pair, vous le savez, c'est clairement ce qui fonctionne le mieux. Une entreprise qui parle à une autre entreprise, c'est beaucoup plus convaincant, malheureusement, que nous, en tant qu'animateurs UT. Voilà, parce qu'elle apporte aussi une crédibilité, elle rassure, elle montre que ça existe réellement, qu'elle-même se mobilise. Elle raconte une expérience, elle raconte une histoire, on en reparlera aussi. Donc, faire témoigner des entreprises,
pendant des événements, les solliciter pour présenter un projet. On peut aussi créer des espèces de systèmes de parrainage où une entreprise déjà engagée accompagne une nouvelle entreprise à la découverte de la démarche, où on peut lui dire, bah, pour cet événement, vous avez le challenge de ramener une ou deux autres entreprises à cet événement, etc. Donc, on peut essayer voilà, de les challenger aussi comme ça. L'idée, voilà, c'est que les entreprises deviennent elles-mêmes des relais de mobilisation et que vous puissiez vous appuyer dessus aussi. Le deuxième levier, évidemment, qu'on retrouve, et ça, j'imagine qu'il y en a pas mal d'entre vous qui le font aussi, mais c'est de s'appuyer sur les structures relais, de nouer des partenariats. Il existe sur les territoires, sur vos territoires, plein d'acteurs qui connaissent parfaitement leur tissu économique, qui possèdent déjà la relation de confiance avec les entreprises, que ce soit les fédérations professionnelles, que ce soit les clubs d'entreprise, CJD, Convention des entreprises pour le climat, des chambres consulaires évidemment, les syndicats, MEDEF, CPME, des organisations patronales, des associations de zone d'activité, il y en a plein, les filières. Et ces réseaux, ces structures disposent déjà d'un réseau qui est mobilisé, d'une légitimité qui est installée. Donc voilà, et c'est pas un scoop, hein, les entreprises, elles vont d'abord répondre à des gens qu'elles connaissent finalement, avec lesquels il y a déjà un lien de confiance qui est créé. Donc en utilisant ces acteurs relais, ces réseaux professionnels déjà existants, qu'il va falloir convaincre au préalable aussi, hein, vous évidemment, de la pertinence de la démarche, de la complémentarité de la démarche avec leurs propres actions. Bien l'animateur, il peut être finalement coopté, présenté dans certains cercles professionnels, présenté à l'occasion d'une assemblée générale la démarche, faire venir. Donc voilà, l'objectif, c'est pas forcément d'arriver en parallèle aussi de leurs actions, mais vraiment d'essayer de construire une espèce de complémentarité avec eux et qu'ils se disent que finalement, c'est ultra complémentaire, qu'on a besoin d'eux et qu'ils ont besoin de nous aussi en tant que démarche de l'EIT. Et pour ça, j'ai un exemple aussi, toujours du Club d'écologie industrielle de l'Aube, excusez-moi, des formations professionnelles, qui avait organisé un atelier interentreprise en partenariat avec 4 fédérations professionnelles. Ces fédérations professionnelles, elles représentaient les filières à enjeu sur le territoire. Donc, il y avait la fédé du textile, celle du plastique, celle de la métallurgie, la filière de l'agroalimentaire. Et d'autres secteurs d'activité étaient évidemment invités aussi à l'atelier de détection de synergie, mais en tout cas, le club bénéficiait d'une force de frappe supplémentaire avec ces fédérations professionnelles qui ont elles-mêmes participé évidemment aux ateliers. Ça permettait au club d'avoir un relais d'initiative. Et pour les fédés, ça permettait de créer un lien un peu différent avec leurs entreprises, de proposer des actions un petit peu différentes aussi, une expertise particulière. Et dans le même esprit, autre que fédération professionnelle, le club a aussi organisé plusieurs ateliers d'ailleurs, en partenariat avec une association patronale d'une zone en particulier qui s'appelle l'UPREN. Et c'est où les entreprises de secteur géographique évidemment étaient conviées, mais pas uniquement, tout le monde pouvait venir aussi. Et c'était un partenariat vraiment gagnant-gagnant entre le club, le CUIA et l'UPREN, parce que l'UPREN apportait au CUA sa légitimité historique, parce qu'il existe depuis des années, sa connaissance de son territoire assez fine, sa connaissance des entreprises qui composaient ce territoire-là, et la confiance évidemment installée. Et le club, lui, apporte l'expertise technique, l'expertise méthodologique sur de l'animation, de la coopération interentreprise, qui permet à l'UPREN finalement d'enrichir un peu son rôle au-delà de la simple représentation patronale finalement classique. Donc voilà, c'était vraiment gagnant-gagnant et c'est un partenariat qui perdure encore aujourd'hui. Troisième point important, c'est évidemment utiliser des temps qui existent déjà, et ça, je crois que notamment Romain pourra nous en parler. Les entreprises, comme vous le savez, elles sont sursollicitées, leur temps est limité, donc plutôt que d'ajouter une réunion encore supplémentaire, pourquoi pas se greffer en intervenant dans un événement existant, en proposant un atelier même rapide dans le cadre d'une rencontre qui est déjà programmée, de s'associer à une dynamique déjà en place. Il faut évidemment en avoir sur le territoire, mais c'est bien d'aller voir et d'aller voir ce qui se passe et de regarder ce qui se passe sur votre territoire. Ça peut être de proposer, par exemple, un atelier flash de 30 minutes pour détecter des synergies lors d'un petit déj, par exemple, sur une association de zone. Je sais que c'est Alban Trémège dans le Pays Cœur d'Hérault qui en a fait. Je te demanderai peut-être de raconter ça juste après. Donc voilà, il y a plein de façons, on va dire, d'utiliser ces temps déjà existants. Et enfin, le dernier point,
c'est que s'entourer, ça signifie pas uniquement de demander à des acteurs relais, évidemment, c'est aussi impliquer, responsabiliser les entreprises, les acteurs économiques eux-mêmes, que ce soit dans la gouvernance de la démarche en direct, dans le pilotage des projets, dans l'organisation d'événements, en accueillant des visites de sites, etc. Donc vraiment faire appel à ceux qui sont déjà impliqués et de leur demander un petit peu plus de s'impliquer, voilà, de prendre une place un peu plus active pour que la dynamique devienne un peu plus robuste. Voilà, donc on essaie de construire finalement, en impliquant tout ce petit monde, on essaie de construire un écosystème, une communauté d'acteurs qui font vivre la démarche, on va dire, ensemble. Et dernier point aussi, peut-être plus pour les collectivités, là, à ce moment-là, jouer collectif, enfin, s'entourer, jouer collectif, c'est aussi en interne. Donc, aller chercher d'autres services, aller chercher vos collègues qui peuvent intervenir, qui peuvent animer des sessions sur des thématiques vraiment spécifiques, sur l'énergie, sur les déchets, s'ils ont une compétence particulière. Donc voilà, c'est aussi intéressant. Et surtout, 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 aller chercher vos élus. Ils doivent, enfin ils peuvent en tout cas, dans la mesure du possible, jouer un rôle de VRP auprès de leur réseau, auprès des entreprises de leur territoire. Donc n'hésitez pas à les mobiliser s'ils sont volontaires et moteurs. Ça peut être vraiment une super clé en tout cas pour faire venir des entreprises et qu'ils soient présents aux ateliers pour avoir un portage politique. Voilà, ça peut jouer un rôle en tout cas considérable dans la mobilisation aussi. Et du coup, je vais relaisser la parole à deux intervenants et on va en premier laisser la parole à Romain, si tu veux bien, dans un premier temps, nous raconter comment tu t'entoures, toi, sur ton territoire. Ouais, merci. Je crois que tu as donné le terme de coopération inter-entreprise. Et moi, effectivement, quand je parle aux entreprises, je parle jamais de OIT, je prononce jamais le mot OIT. Je préfère parler de coopération inter-entreprise, ça leur parle plus. Et donc, qui dit coopération, dit s'entourer. Parce qu'un animateur, il fait pas tout seul, il anime pas grand-chose, quoi. Donc déjà, il faut s'entourer d'entreprises, hein. Et surtout, je crois que tu le disais aussi, d'entreprises qui sont moteurs. Euh, la spécificité de la démarche dont je parle, c'est qu'il y a un ticket d'entrée, en fait, qui est de l'ordre un petit peu moins de 1000 euros. Bon, ça dépend de la taille des entreprises. Voilà, avec un contrat qui est signé avec les entreprises. Et donc, ça peut représenter un frein pour certaines entreprises. Et donc, il y a des entreprises qu'on a eu vraiment au forceps. Voilà, je dirais pas qu'on les a harcelées, mais voilà, on a vraiment ramé pour les faire entrer dans la démarche. Et puis, derrière, on les a pas vus. Euh, donc, mon premier conseil, ce serait déjà ne pas mal s'entourer, bien s'entourer. C'est-à-dire que ça sert à rien de s'entourer de personnes qui, en ramant, qui finalement derrière n'auront aucun temps à allouer à cette démarche-là, parce que c'est presque contre-productif. Voilà, et puis il faut surtout en fait s'entourer d'entreprises qui ont des personnes qui ont du temps à dédier à ça. Il y a quelques entreprises où il y avait des alternants en RSE, et ça c'est vraiment des profils très sympas qui ont beaucoup de temps à louer. C'est avec des gens comme ça qu'on a vraiment pu avancer, même si ça pose une petite question sur la continuité de la démarche une fois que ces personnes partent. Mais bon. Voilà, donc faut s'entourer d'entreprises, puis il faut s'entourer aussi d'autres acteurs, même au sein même de la démarche. Je ne parle pas en périphérie de la démarche, hein. C'est-à-dire qu'on parle souvent d'entreprises EIT, mais dans la démarche dont je vous parle sur l'agglomération, on a dans la boucle un lycée, par exemple, on a des associations d'insertion, on a des services techniques de communes, on a même un EHPAD, et ça, c'est vraiment des profils intéressants. Parfois, c'est même des structures qui ont plus de flux à valoriser que des petites entreprises tertiaires. Donc voilà, il faut aussi penser à élargir un petit peu ces chakras quand on s'entoure. Euh, Après, pour vraiment mobiliser ces gens-là, si je prends un peu la métaphore de la pêche, moi je ne conseillerais pas de pêcher vraiment à la ligne et d'aller les chercher un par un, ce que j'ai pu faire et ce qui est vraiment extrêmement chronophage, mais plutôt de s'appuyer sur des événements qui existent déjà, qui sont fédérateurs, en profiter pour glisser le sujet.
essayer d'alpaguer les entreprises dans ce cadre-là, sur des événements aussi récurrents dans lesquels elles ont l'habitude de se réunir, comme des petits déj éco, par exemple, ça se fait sur notre territoire voisin, ça a marché super bien pour présenter la démarche aux entreprises et les faire s'engager. Voilà. Après, les acteurs à mobiliser pour s'entourer, finalement, les prescripteurs. Si la démarche est à l'échelle d'une zone d'activité, bah, les associations de zone, ça, c'est vraiment des bons relais. Après, elles ne se réunissent pas forcément toutes aux mêmes échéances, mais c'est indispensable de les mobiliser. Puis voilà, on s'appuyait sur une agence de développement économique aussi, qui avait vraiment des contacts forts avec les entreprises. Ça nous a bien aidé. Et puis après, il y a des clubs d'affaires, voilà, qui peuvent se faire aussi l'ambassadeur de la démarche. Et puis pour finir, faut s'entourer aussi de partenaires externes qui peuvent être apporteurs de solutions. Si je prends un petit exemple là, d'une action qu'on a fait la semaine dernière, c'était une opération de collecte de matériel informatique en plus ou moins bon état. On a fait un partenariat avec une ressourcerie de notre territoire on leur a amené le matériel et puis ils l'ont ensuite vérifié et puis remis dans le circuit de réemploi, ce qui pouvait l'être. Donc voilà, juste pour conclure, je voulais dire que c'est très important de pas être seul, de casser l'isolement, de bien s'entourer, pardon, parce que c'est vraiment une des clés du succès des démarches de IT. Merci Romain, et je vois que tu as une question qui dit ces structures sont-elles intégrées dans la démarche au même titre qu'une entreprise, que ce soit Euh, EHPAD ou asso, ou j'imagine peut-être ressourcerie ou agence alors, économique. alors là, vous parlez de l'EHPAD et de l'ASSO, est-ce qu'elles sont intégrées au même titre que les entreprises? C'est ces structures-là dont vous parlez? Il me semble. Oui, c'est ça. Oui, c'est au même titre qu'une entreprise. Un EHPAD, bon après, en l'occurrence, c'était un EHPAD privé, donc ça reste une entreprise. Mais oui, ils avaient par exemple des flux de carton à valoriser. Les associations, bah là, une association d'insertion, là, par rapport à la démarche de matériel informatique dont je vous parlais, c'est une qui avait le plus de matériel informatique à donner. On a collecté près de 150 kilos chez eux, je crois. Enfin bref, oui, au même titre qu'une entreprise. Et même le lycée, en fait, a pu être aussi apporteur de solutions, il me semble, sur certains flux Ouais. du territoire. Donc voilà, c'est aussi important, je C'est pense. un lycée professionnel Oui, avec un atelier dédié à la menuiserie notamment. Enfin, voilà, il y a des choses intéressantes à faire. Puis on peut mobiliser aussi leurs étudiants sur des projets. Mais oui, c'est important, je pense, d'élargir, d'être plus large que juste les entreprises, quand c'est possible en tout cas et quand c'est intéressant. c'est pertinent, oui, tout à fait. Eh bien, merci Romain. Et on va proposer à Aurélia de nouveau nous faire un petit retour d'expérience aussi, si tu veux bien nous en dire plus. Merci beaucoup. Bah, après, il y a des choses qui ont peut-être déjà été un peu dites, mais je rejoins évidemment toutes ces pratiques, et notamment sur les ambassadeurs, les relais, le fait de ne pas réinventer aussi la roue, mais plutôt de s'associer à des écosystèmes qui sont existants. Je vais prendre un exemple aussi un peu concret. Donc, nous, on organise aussi des brocantes aux matériaux. Et l'enjeu, en fait, dans ces brocantes, quand on s'implante même sur un territoire, c'est de s'associer aux bons relais. Et on les organise en fait systématiquement avec les collectivités, avec les EPCI, parce qu'en fait, elles ont déjà aussi les relais avec les entreprises du territoire. On va évidemment chercher les acteurs du réemploi, les réseaux d'artisans et une matériothèque aussi, si le territoire en a une, les ressourceries, etc. L'idée, vraiment, ça va être de mutualiser les forces de communication et vraiment de s'appuyer sur ceux qui ont une meilleure connaissance du terrain aussi et du territoire que nous. Voilà, le but, c'est juste de jamais travailler seul, mais toujours en complément. On ne va pas remplacer ce qui existe déjà. Moi, je rejoins complètement Romain, le fait de dire de s'intégrer aux écosystèmes existants. Nous, on a vraiment tiré, je pense, une leçon. Parce qu'à un moment, on avait aussi cette volonté de se faire connaître parce qu'on est passé d'une logique de régionalisation il y a à peu près 2 ans. Avant, on était plutôt sur le département Maine-et-Loire, mais aujourd'hui, on est plutôt sur la région Pays de la Loire. Et en fait, on a arrêté un peu là de débarquer sur un territoire avec ce qu'on appelait des meet-up, donc c'est des rencontres adhérents. Euh, En fait, ça fonctionne pas forcément. En fait, quand on n'est pas connu, les gens viennent pas à nos rendez-vous, tout simplement. Donc, c'est plutôt la question, c'est comment je vais mutualiser avec un événement qui est déjà identifié, avec des acteurs déjà identifiés. Ça évite évidemment ce que tu disais, Clémence, de sursolliciter aussi les entreprises.
Nous, on le fait maintenant. Là, j'ai plusieurs exemples, mais au sein en fait des clubs d'entreprise, ça peut être une rencontre CCI, ça peut être un club RSE qui est animé par une collectivité. En fait, il y a des rendez-vous, je sais pas, trimestriels. Et le temps, c'est peut-être de chauffer. Je sais pas, ils ont un truc en matinée, 9h midi, 9h 11h, et ils sont dans la co-construction de leurs actions. Et de 11h à midi, on chope un créneau pour nous parler de ce qu'on fait aussi à la DEC, mais les animer aussi un temps d'animation qui soit court, qui soit efficace et généralement couplé par exemple avec une visite d'entreprise. Et après, évidemment, on a des conventions. Le but, c'est vraiment de travailler en complémentarité. Et là, quand je parle de la CCI, c'est pas, c'est plutôt proposer des offres qui soient complémentaires sur le territoire. Et le troisième exemple, c'est vraiment le groupe d'ambassadeurs. Nous, on met en place sur plusieurs territoires. J'en animais un juste récemment au sein d'Angers Métropole. L'idée ici, c'est vraiment de mobiliser des entreprises qui vont être influentes sur le territoire et qui vont avoir aussi la capacité d'embarquer toute leur chaîne de valeur. Dans ce club d'entreprise qui existe toujours, hein, je pense notamment à des structures, par exemple comme Scania, comme Enedis, comme Leroy Merlin, enfin voilà, des grosses structures en tout cas qui ont toute une chaîne de valeur et qui sont assez influentes sur cette chaîne de valeur. Et en fait, vraiment, ces ambassadeurs, ça devient des alliés. Enfin, c'est ceux qui vont alors, soit au mieux donner envie aux autres d'aller vers ces logiques, alors nous, c'est plutôt économie circulaire au sens global, c'est pas que l'idée. Soit ils vont pas forcément leur laisser le choix d'y aller parce que eux s'y mettent et du coup, ça influe forcément sur leur chaîne de valeur. Donc, comment il est construit ce groupe ambassadeur? En fait, c'est la même méthodologie que ce que j'ai pu vous proposer tout à l'heure sur les groupes de travail, mais sur un temps qui va être plus long, parce que les groupes de travail que j'ai présentés, on est plutôt sur 4 séances vraiment déterminées, on sait quand est-ce que ça s'arrête. Là, les actions, elles peuvent durer 1 an et demi, enfin, tout dépend en fait de l'ambition aussi qu'on lui donne. Mais c'est le fait à chaque fois d'identifier les enjeux, qu'on transforme en problématiques et on se met d'accord ensuite sur des livrables qui vont répondre à ces problématiques-là. Et concrètement, là, si je prends l'exemple du dernier livrable qu'on a pu mettre en place, on a travaillé sur des critères d'économie circulaire à intégrer dans leur cahier des charges. Et donc, on a sélectionné des typologies de fournisseurs prestataires. Ça allait de la fret logistique, prestataire déchets, nettoyage, vêtements de travail. Et, euh, et donc, ces critères, on les a co-construits avec ces prestataires et ces fournisseurs. C'est-à-dire qu'on a essayé de les déterminer au départ, mais après, les entreprises ont invité tous leurs prestataires et leurs fournisseurs dans les typologies qu'on avait identifiées et on a vraiment confronté les critères qu'on avait souhaité mettre en place pour les adapter en fait aux réalités terrain, aux capacités des entreprises qui allaient ensuite subir en quelque sorte ces critères. C'est une démarche qui est vraiment hyper intéressante. Aujourd'hui, on a vraiment des cahiers des charges qui sont hyper propres et qui vont carrément être repris dans le cadre de la démarche du SPASER Angers-Loire Métropole. Donc voilà, c'est plutôt des réussites et ces entreprises-là, comme je disais tout à l'heure, elles sont vraiment alliées, ces ambassadeurs, elles sont alliées après pour diffuser auprès d'autres entreprises et les faire rentrer un peu dans, aussi dans leur démarche, quoi. Voilà. Ouais, super intéressant en tout cas, parce que je sais que parfois ça peut être aussi compliqué, en tout cas nous, en essayant de monter des actions, des synergies, ça a pu être compliqué d'en monter parce que ça bloque auprès des fournisseurs, auprès des clients qui sont pas matures ou ouverts à ce type de dynamique. Et donc ton exemple de pouvoir embarquer justement ces parties prenantes-là, c'est super intéressant. Mais bon, encore faut-il qu'ils soient sur le territoire et ouverts et Oui. aptes à faire ça. Mais voilà, c'est super intéressant. Et je ne sais pas si toi, tu avais aussi un exemple, il me semble, sur l'implication d'entreprises dans la gouvernance de certaines démarches. Je ne sais pas si tu peux en dire juste 3 mots. Oui, je crois j'en ai un peu parlé plutôt dans ma première Oui, c'est vrai. intervention. Nous, on a vraiment cette démarche-là depuis 1 an. Comme on est une association, en fait, on a un système aussi de gouvernance. On a un conseil d'administration qu'on a élargi, puisqu'en plus, ce que je disais, on se régionalise et on essaye vraiment d'avoir des commissions. Donc, on a une commission modèle d'affaires, on a une commission territoire, on a une commission animation, une commission sur la valorisation matière et on essaye vraiment de les impliquer dans notre gouvernance
Et le fait de produire des livrables, tout à l'heure j'en ai parlé sur la commission animation, c'est vraiment les rendre aussi responsables et acteurs de l'élaboration des programmes qu'on peut proposer. Et forcément, comme ils se sont impliqués, ils donnent aussi aux autres l'envie de se mobiliser. Donc, et puis c'est plus facile. Et alors, il y a un mot en ce moment, c'est la paire, alors, ça s'appelle la paire aidance, mais bref, c'est parler de pair à pair. En fait, pour moi, un chef d'entreprise qui parle à un autre chef d'entreprise, oui, ça va avoir plus d'écho pour lui. Il va avoir envie aussi de rentrer dans la démarche. On est plus silencieux. Super, merci beaucoup. Et j'en ai juste un tout petit peu parlé effectivement dans ma présentation et dans ce que je vous disais, mais parfois de rajouter un mini temps à l'occasion d'un petit déjeuner ou dans un atelier déjà existant et qui puisse permettre de comprendre le fonctionnement de l'EIT de manière très très pratique et concrète en 30 minutes. C'est aussi intéressant et il me semble que c'est ce que fait Alban Trémège. Je crois que tu es parmi nous dans la salle et je voulais peut-être te laisser parler en 3 minutes de ce que tu proposes, ton fameux atelier flash que je trouve super, si tu veux bien. Oui, merci Clémence, oui, pas de souci. En fait, nous, on fait ça en 1 heure le matin dans une entreprise, dans une zone d'activité. Alors, nous, on a un Supra, donc c'est la communauté de communes le DEVECO, qui, elle, est en lien en direct avec les boîtes et qui invite. Donc, nous, après, derrière, on fait quand même du porte-à-porte pour aller mobiliser les boîtes. C'est notre façon de rentrer en contact avec elles, tout en légitimant le DEVECO intercommunal. Et une boîte nous accueille et en moins d'1 heure, on arrive à faire un mini-atelier qui est surtout un espace-temps de rencontre entre boîtes autour du sujet de l'EIT, sans évidemment, comme vous le disiez tous, hein, on ne le nomme jamais l'EIT. Et on le décompose, on fait un temps d'accueil, réseau, convivial, petit déjeuner, on le fait à 8h30, donc c'est le moment d'y aller. On a un temps rapidement de présentation de la démarche territoriale. L'entreprise qui nous accueille explique pourquoi elle nous accueille. On va toujours chercher une boîte qui a un lien avec, de près ou de loin, avec l'économie circulaire et si c'est mieux avec l'EIT. Ensuite, j'ai créé un petit jeu sur un plateau simple ou en 3 tables où les boîtes vont pouvoir identifier des ressources et exprimer leurs besoins. Donc, on fait 3 thèmes, hein, moyenne de travail, matière et voilà, le principe, il est là, quoi. Et donc, c'est assez simple là-dessus. Ça se joue en 20 minutes, c'est un petit plateau. Et à la fin, on propose un tour de table où chacun qui a pu poser un post-it sur le plateau peut présenter son idée et se présenter lui au passage, de manière un peu plus formelle. Donc, finalement, en 1 heure, ça fonctionne bien pour des groupes, je dirais, entre 15 et 25 personnes. En dessous, je l'ai fait, c'est pas très bien. Au-dessus, c'est un brouhaha, c'est compliqué. Donc, entre 15 et 25, c'est parfait. Et là, l'intérêt, c'est que les entreprises, se rencontrent. Souvent, entre voisins dans les zones d'activité, ils ne se connaissent pas. Et là, ils ne se rencontrent pas pour faire du business, mais ils se rencontrent pour coopérer entre voisins. En fait, c'est un repas de voisins, mais adapté au gérant d'entreprise. Et c'est là où c'est amené comme ça, c'est hyper convivial, ça fonctionne plutôt bien. Et il peut y avoir des synergies qui se mettent en place. C'est bien d'en avoir, évidemment, c'est le but. C'est le but, mais pour moi, il était presque secondaire au regard des types d'activités. Mais c'était de la rencontre inter-entreprise, identifier des potentiels de coopération pour demain, en fait. Et donc, de cet atelier-là, en partie, est né le renouvellement d'une association qui était dormante sur la zone, où là, avec l'association, on travaille sur le fond, sur des mutualisations. J'ai tenu mes 3 minutes. C'est super, merci beaucoup, Alban. Je m'entraîne. C'est à moi de tenir 3 minutes demain. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas pour vos témoignages à tous les trois. C'est super riche, on a plein de choses et on aura plein de choses aussi à capitaliser et à remettre dans le support de présentation pour vous alimenter également et que vous ayez évidemment une trace de tout ça. Une dernière mini slide sur le verbe s'entourer. En fait, dans le cadre des réflexions qui sont portées au sein du réseau Synapse, la question des liens entre les filières professionnelles et démarches d'EIT a été soulevée, traitée. Il y a un groupe de travail qui s'est monté en 2023 pour justement appréhender un petit peu les interconnexions entre les démarches d'EIT et entre ces filières.
Et ce groupe de travail, il a duré 1 an. Il a permis de traiter, on va dire collectivement. Il y avait plusieurs, il y en a certains d'entre vous d'ailleurs autour de la table qui faisaient partie de ce groupe de travail-là. Et il a permis de traiter ce sujet à la fois en allant rechercher des retours d'expérience de territoires de UT qui faisaient appel à des filières ou qui ont travaillé avec des filières, et à la fois d'aller chercher aussi de faire des entretiens avec des filières pour appréhender comment elles pouvaient faire de l'EUT, par exemple, avec leurs acteurs. Et toute cette exploration a permis au groupe de travail de tirer des enseignements, de tirer des recommandations, des préconisations et de construire une espèce de boîte à outils qui serait utile aux démarches. Donc, je vous invite à aller consulter cette boîte à outils qui s'adresse à tous les animateurs dans tous les cas de l'EUT qui souhaitent se rapprocher de leur filière sur leur territoire. Et il s'adresse aussi aux filières qui seraient intéressées par les enjeux de l'EUT et voir un petit peu comment on pourrait transformer tout ça en des projets et des coopérations concrètes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Un autre commandement qu'on vous propose, c'est de rythmer, pérenniser sa démarche de UT. Et derrière ce mot, il y a un enjeu majeur pour toutes les démarches collectives, c'est d'éviter l'essoufflement et de pérenniser. Donc, une fois qu'on a fait venir des entreprises dans la démarche de UT, les enjeux de mobilisation, ça se fait en 2 temps, quoi. Dans un premier temps, amorcer, démarrer une dynamique, créer une première mobilisation, susciter l'intérêt, et ensuite, garder cet intérêt, maintenir, pérenniser la dynamique sur le temps long. Et c'est presque ça le plus difficile dans nos démarches. Donc, comment est-ce qu'on maintient l'envie? Comment est-ce qu'on garde les acteurs engagés plusieurs mois plus tard ou voire plusieurs années? Comment est-ce qu'on évite que les entreprises repartent chacune dans leur urgence quotidienne et que la dynamique s'éteigne progressivement, etc. Donc, c'est toutes les questions aussi qu'on veut aborder ici. Finalement, cette dynamique collective, c'est une relation qui se construit dans la durée. Donc, il faut entretenir la flamme tout en trouvant évidemment un équilibre rythmé. Voilà, c'est pas forcément non plus sollicité en permanence, hein. On a parlé, il faut éviter la sursollicitation, etc. Donc, il faut trouver cet équilibre-là. Donc, l'objectif, ça va pas être d'augmenter la fréquence de communication, d'augmenter les temps d'échange, d'augmenter les réunions, mais plutôt de créer des rendez-vous identifiés, des rendez-vous clairs qui sont attendus, qui sont utiles, de bénéficier d'un calendrier qui est clair pour avoir, on va dire, une vision un petit peu, enfin, que les entreprises, en tout cas, aient une vision long terme de ce qui se passe sur la démarche. Et donc, par exemple, certaines démarches mettent en place des newsletters, des lettres de veille régulières, pas trop souvent, mais je pense notamment au réseau Biotop qui fait une super lettre de veille aussi, qui permet de maintenir un petit peu un lien comme ça avec les entreprises entre plusieurs groupes de travail ou plusieurs ateliers, de partager des actualités, de partager des opportunités de financement, par exemple, de partager des projets inspirants, de les faire monter aussi un peu en compétence sur des sujets. Autre outil aussi utile, et je sais que Romain le fait aussi dans sa démarche, c'est de partager un calendrier clair des prochains temps de mobilisation en disant, voilà, en septembre, on va avoir un groupe de travail sur telle thématique, en octobre, c'est telle thématique, etc., etc. Et on jalonne comme ça. Donc, on a une programmation, on va dire, qui est soit semestrielle, soit annuelle pour avoir de la visibilité et que les entreprises puissent anticiper dans leur calendrier en disant, OK, ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc, je vais bloquer ces dates-là de groupes de travail, d'ateliers, de webinaires, de visites, etc., etc. Donc, ça donne vraiment de la cohérence aussi et de la visibilité aux actions. Et puis, c'est important aussi d'intégrer des temps, on en a beaucoup parlé, mais plus légers, plus informels dans une dynamique, des temps de respiration pour entretenir cette fameuse flamme. On peut imaginer des bistrots du réseau. Nous, on l'a fait alors plus entre nous sur le réseau UT à l'échelle du Grand Est, mais ça peut aussi fonctionner avec des entreprises où tous les mois, on va se fixer un temps en visio très rapide, une demi-heure, 45 minutes, 1 heure maxi. Donc tous les premiers vendredis du mois à 14 heures, on se retrouve et on avance ensemble sur des sujets, on fait un point, on prend contact, etc. Voilà, ça peut être intéressant. D'organiser aussi il faut avoir du temps, hein, bien sûr aussi, mais des conférences inspirantes ou des mini-webinaires. Voilà, vous sollicitez une personne ressource de votre entourage sur 1 heure en visio pour expliquer ou pour faire un point d'étape sur de la réglementation, sur des déchets. Enfin voilà, n'hésitez pas à faire intervenir un expert sur un sujet énergie ou autre.
Et puis, ça peut être des temps aussi de découverte de projets, des formats plus conviviaux aussi de visite, etc. Donc, on essaie d'accompagner les acteurs comme ça dans la durée, de les faire progresser aussi sur le long terme. Et aussi, c'est bien d'appréhender, et Justine l'a évoqué tout à l'heure, c'est de s'adapter aux entreprises. Toutes les entreprises n'avancent pas au même rythme. Certaines sont prêtes à s'engager très rapidement dans les projets, d'autres ont besoin davantage de temps. Donc, il faut s'adapter aussi à ça. Et c'est important aussi de se donner régulièrement des infos sur les avancées de la démarche en disant, bah, tiens, tel groupe de travail, il est arrivé à telle évolution, à telle restitution. Voilà, montrer que la démarche avance, qu'elle évolue, qu'elle est active, qu'il y a d'autres entreprises qui s'impliquent et que ça fonctionne. Voilà, c'est important de proposer, on va dire, des retours d'expérience un petit peu tout le temps. Mais voilà, il faut trouver le bon équilibre entre donner régulièrement des infos et pas trop non plus, installer des repères, créer une espèce de continuité aussi, voilà, pour que les acteurs peut-être aient le sentiment d'appartenir aussi à quelque chose qui va évoluer dans le temps, de donner un espèce de rituel d'animation. Voilà. Et donc les questions qu'on peut se poser, c'est comment maintenir une mobilisation dans le temps long, quels canaux de communication, fréquence de contact, ça on l'a déjà vu aussi avec Justine, et bah, par quels moyens fidéliser les entreprises qui sont déjà impliquées, comment se réinventer, expérimenter, etc., etc. Donc voilà pour ce verbe-là. Et si vous avez suivi, on est sur notre avant-dernier commandement qui est valoriser. Parce qu'évidemment, il n'y a rien de mieux que des résultats concrets plutôt que des longs discours pour réussir à déclencher l'intérêt, l'engagement. C'est vraiment ces preuves concrètes qui fonctionnent le mieux. Le storytelling qui fonctionne le mieux, c'est raconter une histoire et si possible une belle histoire. Et une entreprise qui raconte son expérience, qui explique aussi une difficulté qu'elle rencontrait, la manière dont elle a réussi à avancer, ce que la démarche lui a apporté, ou pourquoi aujourd'hui, comme le disait aussi Alban, pourquoi aujourd'hui cette entreprise-là accueille un atelier sur son site, etc. Voilà, c'est parlant, c'est essentiel de travailler aussi storytelling-là autour des réussites, autour des quick wins aussi, évidemment. C'est important de mettre en valeur ces quick wins, même si c'est un tout petit truc, même si c'est quelques cartons qui ont été échangés, un bidon qui a été vendu, etc. C'est important d'appréhender de montrer en tout cas que la démarche, elle produit des effets concrets pour les entreprises qui sont impliquées. Voilà, une première mise en relation réussie, une visite qui a fait émerger une idée, un groupe de travail qui avance, une mutualisation même très simple, etc., etc. Ça constitue évidemment des arguments, une histoire à raconter. Et ça permet de réduire aussi peut-être les incertitudes de la part de certaines entreprises et de donner envie de rejoindre la dynamique. Il faut être aussi concret, évidemment, donner des résultats tangibles, hein, je vous apprends rien, mais voilà, d'avoir des chiffres clés, des économies réalisées, des coûts évités, des tonnes de matières valorisées, des kilomètres évités, des emplois maintenus ou créés, même pas beaucoup. Ça permet vraiment de rendre la démarche tangible, compréhensible aussi pour les acteurs et audible pour les acteurs. Et il faut réussir aussi à réfléchir à la manière, au format au format pour raconter ces résultats. On est tous évidemment surchargés d'informations, donc il faut des contenus qui restent courts, efficaces, des formats accessibles, engageants, des mini-vidéos, des témoignages entre pairs très rapides, des fiches de retour d'expérience vraiment en une slide ou un petit carrousel sur LinkedIn, quelque chose de très visuel et concret. Ça peut prendre la forme aussi d'une petite remise de trophée aussi, ou de mise en linéaire d'initiative avec un pitch court et percutant, des cartographies aussi visuelles sur les synergies qui ont été mises en œuvre. Voilà. Donc, en tout cas, la question, c'est comment on va transformer, on va dire, ces résultats en levier de mobilisation pour avoir un espèce d'effet d'entraînement et déclencher un et ben, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi on ne s'intégrerait pas dans cette démarche aussi? Donc voilà, avec quelques petits questionnements. Et puis voilà, je vous laisserai aller voir aussi sur LinkedIn, notamment le G4Deck ou Biotop ou encore le réseau Ecopal. Ils sont des très très bons communicants et ils communiquent régulièrement par des petits posts comme ça. Donc ça peut être intéressant d'aller voir et d'aller s'inspirer de ce que font aussi d'autres réseaux.
Je vois qu'il y a des petites questions. Je ne sais pas si Justine, tu as suivi le chat. Moi, pas du tout. Il y a des propositions, mais j'invitais D'accord. du coup Antoine à À détailler un peu plus expliciter. son propos. Parfait, ça marche. Eh ben, je vais pouvoir peut-être continuer, notamment sur notre 10e commandement, hop là, qui est s'évaluer. L'objectif, c'est évidemment d'ajuster aussi et d'améliorer en continu la démarche, parce que c'est jamais figé, hein, une démarche de mobilisation, évidemment. Il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent mal, donc elle doit évoluer évidemment en permanence. Dans nos métiers, je pense que vous l'avez tous appréhendé, on est tous un peu dans une logique d'expérimentation. On teste des formats, on teste des sujets, on teste des outils, on teste des méthodes, des canaux, etc. Donc, certains fonctionnent bien, certains d'autres moins bien. C'est bien de s'inspirer ailleurs, mais c'est bien aussi peut-être de les expérimenter sur nos territoires. Et si ça ne fonctionne pas, de ne pas perdre de temps, on va dire, là-dessus. Bien sûr, il faut mesurer aussi des chiffres sur la participation, l'engagement, combien d'entreprises étaient présentes, combien de personnes se sont inscrites, combien sont revenus plusieurs fois, quel niveau d'engagement a été observé, etc., etc. Mais je pense qu'il ne faut pas aussi se contenter de ces chiffres-là, parce que parfois, un petit groupe très qualifié d'ambassadeurs ou d'entreprises super volontaires peut générer des échanges super riches, créer des mises en relation très pertinentes, faire émerger des projets concrets, plus qu'une trentaine d'entreprises qui finalement n'avaient pas beaucoup de liens ensemble ou n'étaient pas pertinentes. Voilà, donc c'est bien d'avoir des chiffres, mais il faut aussi savoir aller plus loin, savoir ce qui se cache aussi derrière et ces résultats et les analyser. Et donc, c'est important de se poser toujours des questions de pourquoi est-ce que ce format, finalement, il a suscité autant d'échanges, pourquoi les entreprises, elles se sont fortement impliquées ou pas du tout, pourquoi il n'y a pas eu de suite, qu'est-ce qui a réellement créé de l'intérêt ou pas, etc., etc. Ou qu'est-ce qui a freiné la mobilisation? Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est le format? Est-ce que c'est le choix des participants, par exemple, le niveau d'interactivité? Voilà, comment vraiment prendre du recul et d'identifier tous les facteurs de réussite, d'analyser les difficultés, les points de blocage. Et ça commence aussi dès la fin de la réunion, directement avec les entreprises, directement avec des retours à chaud. Et donc, c'est intéressant de proposer systématiquement des questionnaires de satisfaction. Et puis, il y a aussi des méthodes, parce qu'on sait que les entreprises, elles répondent pas toutes aux questionnaires de satisfaction, évidemment, mais il y a aussi des méthodes qui sont qui sont plus dynamiques et plus rapides et qui permettent, on va dire, d'obtenir des retours assez immédiats. On peut parler du ROTI, peut-être qu'on vous en fera faire un à la fin de ce webinaire-là, mais le ROTI, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est le Return on Time Invested. Désolée pour mon anglais, for sure. Qui consiste à demander aux participants si le temps qu'ils ont consacré à cette rencontre leur a semblé utile en le notant de 1 à 5. Donc voilà, on demande ça très rapidement. Donc hop, une petite main levée, notamment, ça marche aussi bien en visio qu'en présentiel. On peut aussi rapidement essayer d'utiliser des méthodes de déclusion avant que tout le monde parte précipitamment, en demandant aux participants ce qu'ils retiennent, ce qu'ils ont appris, ce qui les a surpris, ce qu'ils aimeraient approfondir. Enfin voilà, avoir des petits retours en direct sans forcément passer par un questionnaire que les entreprises vont oublier ostensiblement de remplir. Donc voilà, ces retours, c'est vraiment important pour donner des informations utiles à l'animateur et de montrer aussi aux participants que leur avis compte, qu'ils sont pris en compte et que leur participation, qui participent eux-mêmes finalement à l'amélioration de la démarche. Donc voilà, on peut se poser plusieurs questions, mais que j'ai déjà évoquées un petit peu à l'oral. Et Donc peut-être voilà, oui. en complément, le rôti sur la démarche clé, on l'utilise tout le temps. Et en fait, on analyse également, enfin au début on ne le faisait pas, mais ensuite on a construit cet outil plus précis. Donc c'est vraiment simple, en réunion, les gens lèvent la main, 5, 4, 3. Parfois quand c'est un, ou enfin ça arrive jamais que ce soit un, mais quand c'est une note basse, on peut leur demander pourquoi pour avoir un peu plus de détails. Mais ce qu'on fait maintenant, c'est que par entreprise, puisqu'on se connaît bien, on les identifie bien, on note une moyenne de notation. Aussi pour se dire qu'en fait, il y a des gens qui vont systématiquement jamais nous donner 5. Ils vont tout le temps donner 4 parce que c'est leur meilleure notation. Et ça permet aussi de relativiser la notation. Et le dernier point aussi, c'est qu'on fait des moyennes à l'année du rôti
pour aussi où on les compare également d'une réunion à l'autre pour pouvoir, comme on l'a dit en début de réunion, adapter le format et se dire, ah bah là, en fait, la notation, elle n'était pas ouf. Est-ce que ça vient peut-être de l'intervenant ou est-ce que ça vient du format qui n'a pas été... Et on essaye d'analyser pour réadapter et mieux se, proposer quelque chose de mieux la fois d'après. Et je prends pas de photos pour analyser a posteriori. En fait, on note. C'est assez binaire, hein, on regarde l'assemblée et on note le nombre de 5 et qui a mis 5. On note le nombre de 4 et qui a mis 4, etc. Donc au final, on a quand même un suivi exact de quelle note a été donnée. Voilà, complété. Super, merci Justine. Voilà, est-ce que vous avez des retours d'expérience, d'évaluation de vos démarches, de vos temps, d'échange, de vos ateliers, etc. N'hésitez pas à nous le dire aussi si vous avez autre chose qui marche mieux qu'un questionnaire. Et évidemment, le questionnaire, on peut le faire aussi papier. Nous, c'est ce qu'on faisait à une époque, c'est que on demandait systématiquement aux entreprises en direct de compléter un formulaire papier, un bon vieux formulaire papier. Mais comme ça, on était sûr d'avoir les retours de tout le monde parce que les entreprises ne partaient pas tant qu'elles n'avaient pas rempli ce questionnaire. C'était un petit peu... euh, voilà, on était un peu carré là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous avez aussi des éléments. Et ça fait également le lien avec le lot 2 de Synapse qui est sur l'évaluation des démarches. Dans le lot 2, il y a une partie qui va évaluer l'aspect qualitatif des animations, parce que souvent on reste sur les tonnes équivalent CO2 qui parlent beaucoup, mais souvent l'action de l'animateur ou de toute la démarche, elle est un peu sous-évaluée ou c'est dur de mettre des indicateurs précis. Et donc là, ce que propose le lot 2 aussi, c'est de pouvoir évaluer l'aspect qualitatif des démarches de sorte que derrière, on puisse y mettre des indicateurs qui seront facilement aussi communiqués à l'échelle de la démarche et pour pouvoir la faire valoir. Euh, Au-delà, par exemple, du nombre de tonnes équivalent CO2, c'est X temps de réunions qui sont passés sur les démarches et de la satisfaction des acteurs en présence. C'est un nombre de conseils prodigués, des temps de téléphone passés. Et tout ça, ça compte aussi quand on veut mobiliser en disant, bah, si vous avez une adhésion à payer, oui, c'est peut-être enfin, ça peut parfois être cher, mais ça se justifie parce qu'il y a ça comme point positif. Donc voilà. Ouais, super, super important, Justine, effectivement. Il me semble que notamment Romain le fait aussi dans le cadre de sa démarche. Parfait, je pense qu'on peut passer peut-être à la suite qui ressemble plus à une conclusion. Et c'est en fait, pour conclure ce webinaire-là, on vous a préparé, on va dire, 3 slides de synthèse de ce qu'on a un petit peu évoqué ensemble aujourd'hui. Donc, on va essayer d'être synthétique et qu'on a travaillé aussi comme une espèce de boîte à outils. Et la première est très concrète puisque c'est une fiche réflexe qui vous permet de vous poser les bonnes questions avant chaque mobilisation et ça peut servir aussi à d'autres formes de mobilisation que celles qu'on retrouve dans l'EUT. Ça, Justine, il me semble que je te laisse la parole. Oui, merci. Sachant que, comme on l'a dit en départ, ça a vocation à être soit approprié par vous, soit réenrichi avec vos éléments. Mais quand on a réfléchi au webinaire, on s'est dit, mais l'aspect questionnement est plus simple pour aborder la mobilisation que l'aspect vous dire quoi faire, il faut qu'il y a qu'à con. Donc, se questionner à chaque fois, par exemple, sur le contenu, savoir quelle thématique on veut aborder. L'objectif de la réunion, c'est quoi? Est-ce que c'est la montée en compétences? Est-ce que c'est plutôt de l'information, de la sensibilisation? Pour qui ça s'adresse? Est-ce qu'on s'adresse à des entreprises qui sont novices du sujet ou est-ce que c'est des expertes et derrière, on veut mener un atelier avec une action tangible? Qui on vise? Est-ce qu'on vise un champ d'activité ou est-ce qu'on vise un nombre de salariés? Enfin, parfois, il y a des différences. Si par exemple, on parle euh, de la loi LOM avec les panneaux pour couvrir les parkings, pardon, et ben là, on s'adresse qu'à une certaine cible. Donc, voilà.
Ah oui, et ensuite, est-ce que c'est du descendant ou est-ce que c'est du co-travail mutuel? Voilà, ça, le contenu est important de se questionner en départ pour savoir vers où on va. Souvent, il faut se poser plusieurs fois le pourquoi je le fais, pourquoi je lance cette dynamique et réinterroger toujours pourquoi ça permet de s'assurer que l'objectif initial est bien mené. Ensuite, en termes de temporalité, c'est faire un espèce de rétro-planning. Quand est-ce que je dois commencer ma mobilisation pour m'assurer d'avoir un nombre de parties prenantes attendues? Combien de personnes j'attends et quels sont les moments les plus adaptés? Est-ce que si je le fais la veille d'un 14 juillet, c'est bien pertinent ou est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux le faire courant avril? Avoir les salles, est-ce que j'ai un lieu qui peut accueillir toutes mes parties prenantes ou est-ce que le lieu il va pas être non adapté par exemple si je dois faire un atelier de détection de synergie, est-ce que j'ai bien la place de mettre différents îlots ou est-ce que c'est une seule salle unique? Et puis aussi, comment mon territoire se réunit. Est-ce que c'est plutôt le soir? Est-ce que c'est plutôt le matin? Est-ce qu'ils aiment boire un coup en même temps parce que ça les fait plus venir? Ou est-ce qu'au contraire, quelque chose rapide entre midi et deux, c'est mieux? Sur la communication, ensuite, c'est de savoir qui porte l'invitation dans le sens où parfois c'est des moments qui sont un peu structurants. Donc peut-être que c'est euh, la gouverne, par exemple, si on est une collectivité, c'est une invitation envoyée par la personne qui est présidente de la collectivité. Euh, ou alors, est-ce que ça peut être envoyé par nous? Ou alors, parfois, quand on a un partenariat avec un réseau, est-ce que c'est pas mieux que ce soit eux qui communiquent auprès de leur réseau et nous auprès d'une autre? Euh, quel format on utilise, comment on communique, est-ce que c'est juste du mailing? Encore une fois, moi, je recommande fortement de ne pas faire que du mailing et de bien décrocher le téléphone. C'est archaïque, mais ça fonctionne. Mais après, il y a plein d'autres façons de faire. Ça peut être des affiches ou des choses comme ça. Et le bouche à oreille également. Et puis, du coup, en lien avec ça, qui peut communiquer sur le sujet? Si on a des entreprises qui sont motrices, tout à l'heure, le chat, je parlais des référents entreprises, eux, ils sont aussi super impliqués et ils représentent vraiment les entreprises. Et on l'a dit, il n'y a rien de mieux qu'une entreprise qui parle à une autre entreprise pour mobiliser. Et puis ensuite, c'est de savoir l'entreprise pour qu'elle s'implique ou la partie prenante, c'est quel bénéfice elle va en retirer. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses à communiquer au moment de la mobilisation pour s'assurer que la personne, elle s'implique pour les bonnes choses dans l'événement. À combien d'entreprises minimales on maintient l'événement? S'il y a deux entreprises, les faire se mobiliser, se déplacer, etc., en fait, on va même faire pire, c'est qu'on va perdre même la mobilisation de ces deux entreprises qui vont se dire, je suis venue, puis en fait, je vois personne. Et donner une perspective à chaque événement, de dire, là, voilà, on a participé à ça dans le but de ça, et voilà les prochaines étapes. Par exemple, on se rencontre pour sensibiliser sur un sujet, et l'étape d'après, c'est de sonder qui est concerné par ce sujet-là et qui souhaite aller plus loin pour déployer, par exemple, une synergie. Euh, et puis ensuite, regarder si l'événement a fonctionné et analyser cet événement-là. On n'en a pas parlé, mais il y a aussi l'outil euh, CADI qui est Keep, Add, Drop et Involve. Et donc, en fait, c'est qu'est-ce que je garde de mon événement, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ajouterais pour que ce soit mieux, qu'est-ce que je jette complètement parce que ça n'a pas fonctionné et qu'est-ce que je ferais qui existe mais que je pourrais faire évoluer. Donc voilà pour la fiche pratique qu'on peut abonder. Il y a peut-être des choses qu'on a ratées et que vous aurez vues, vous, de votre côté. Ouais, c'est ça. Les slides qu'on vous propose là, elles sont pas forcément exhaustives, on va dire. On a essayé d'être le plus exhaustif possible, mais c'est aussi pour avoir des slides de conclusion aussi pour rappeler un petit peu toutes les thématiques. Donc, on vous les propose sous
slide, donc cette fameuse fiche pratique, les erreurs fréquentes et les bonnes pratiques. N'hésitez pas aussi à nous dire, il me semble qu'il manque aussi cet élément qui est important et dont on a discuté. Ou voilà. Donc, n'hésitez pas à l'alimenter aussi en l'évoquant sur le chat. Et du coup, je passe à la suite sur les erreurs fréquentes. Cette liste, elle permet aussi de prendre un peu de recul sur les points qui permettent d'éviter beaucoup de temps perdu et parfois beaucoup de frustration aussi. La première erreur, c'est de probablement, probablement l'une des plus fréquentes, c'est de sous-estimer le temps nécessaire à la mobilisation. Ça, c'est extrêmement chronophage et il faut absolument pas le sous-estimer quand on se dit je vais mobiliser mes entreprises, faire un événement. Il faut vraiment se garder du temps à la mobilisation pour bénéficier d'un succès garanti, on va dire. En tout cas, il faut décrocher son téléphone et prendre le temps pour ça. Et donc, ça demande aussi évidemment d'identifier les acteurs, de savoir si c'est le bon interlocuteur. On l'a évoqué, Justine et Romain l'ont très bien dit. Est-ce que c'est le bon interlocuteur pour le bon sujet? Donc, parfois, c'est pas le même interlocuteur en fonction des sujets. Donc, être sûr d'avoir le bon interlocuteur, bénéficier des bons numéros de téléphone, des numéros de téléphone directs, des mails directs et qualifiés. Ça suppose aussi de relancer évidemment et surtout par téléphone, on l'a dit, de créer une relation, de créer une relation de confiance. Ça demande vraiment du temps long, c'est très chronophage. Et donc, ne pas sous-estimer absolument tout ce temps-là. Une autre erreur qui peut être faite aussi et qu'on peut voir au démarrage de certaines démarches, c'est de vouloir un peu trop théoriser le UT. Il y en a beaucoup qui l'ont dit, ils n'utilisent pas le mot de UT très clairement, on n'utilise pas le mot écologie industrielle et territoriale. Ça ne sert à rien de vouloir aussi expliciter les concepts, les définitions, les méthodologies, ce qu'on va utiliser. C'est pas ce que les entreprises clairement attendent. Elles viennent avant tout parce qu'elles ont un enjeu en fait à résoudre, parce qu'elles veulent se rencontrer, parce qu'elles veulent du temps d'échange. Donc elles veulent du concret, de l'opérationnel, des exemples qui leur parlent et absolument pas de la théorie. Donc voilà, éviter tout ça. Une autre difficulté, on va dire, c'est de multiplier finalement les sollicitations sans avoir construit une relation préalable, donc envoyer plein de mails à des entreprises qu'on ne connaît pas encore forcément. Ça devient simplement un message parmi beaucoup d'autres messages. Donc c'est super important d'aller à la rencontre des entreprises, comme le disait aussi Romain et d'autres. Donc de se déplacer sur site, d'avoir des échanges individuels, de faire des appels téléphoniques, qu'elles mettent un visage sur un nom, etc. Pour, voilà, quand ça s'affiche, vous êtes plutôt pris en priorité, entre guillemets. Et en plus, ça permet de mieux comprendre aussi les enjeux réels des entreprises, leurs contraintes, leurs attentes. Donc voilà, c'est important de garder cette relation-là. On en a pas mal parlé aussi, évidemment, mais attention à l'organisation d'un événement sans objectif clair pour construire un format, une communication adaptée à l'objectif recherché, évidemment. Autre point saillant, c'est d'utiliser un vocabulaire pas trop institutionnel ou pas trop technique. On le fait tous, on a l'habitude un peu de jargonner, d'utiliser nos propres termes, EIT, synergie, économie circulaire, gouvernance, etc. Et puis Damien l'a évoqué dans le chat aussi tout à l'heure, il me semble qu'il utilisait coopération économique territoriale ou mutualisation, recirculation de ressources. J'aime beaucoup ce mot-là. Donc voilà, vraiment utiliser des choses simples. Coopération, ça va très bien. Mutualisation, échange, pas plus difficile que ça. Et je pense aussi qu'il faut se soustraire voilà, de tous ces termes. C'est pas le langage des entreprises. Et les mots peuvent créer une distance aussi. Donc voilà, éviter ça. On va parler de coûts, on va parler de solutions, d'opportunités, de leur quotidien, de leurs enjeux pour être vraiment efficace et audible. On l'a beaucoup rabâché, mais évidemment, ne pas faire cavalier seul et ne pas s'appuyer sur les relais existants, c'est une grave erreur. On en a déjà beaucoup parlé, je ne vais pas revenir dessus. Une erreur aussi qui peut être fréquente, ça va être d'uniformiser en vouloir mobiliser toutes les entreprises de la même manière, donc d'aller de pêcher un peu au filet, mais toutes de la même manière. Donc, mais sauf qu'une entreprise industrielle, une PME artisanale, une grande entreprise, elles vont pas être sensibles aux mêmes arguments, aux mêmes sujets, aux mêmes formats. Donc, adapter encore une fois aux besoins divers et aux enjeux des acteurs.
Et dernière erreur, et probablement la plus importante, et c'est un peu le point noir des démarches de l'UT, j'ai envie de dire, c'est de pas assurer forcément le suivi parce qu'on est perdu dans notre quotidien, parce qu'on a énormément de choses à faire, etc., et parce qu'on manque de temps. Mais notamment après une première rencontre, voilà, faut toujours proposer un bilan, faut rappeler, relancer, proposer une suite systématiquement. Sinon, on risque de perdre les acteurs. L'énergie finalement qui a été mise par l'entreprise pour venir, pour participer à la démarche, elle risque de disparaître un peu rapidement. Donc voilà. Euh, ce qu'on peut retenir finalement, la principale difficulté, c'est pas forcément un manque d'outils, mais ça va être vraiment un manque de temps, de moyens humains et d'adaptation qui sera accordée à la relation humaine. En tout cas, voilà, c'est des démarches qui sont intuitu personae, encore une fois, et qui sont vraiment où l'humain a son importance. Dernière slide sur effectivement les bonnes pratiques. Pour terminer, pour peut-être terminer sur des éléments aussi positifs après ces erreurs-là. On voulait vous proposer une liste qui est absolument pas exhaustive, encore une fois. Ça reprend pas mal de choses de ce qui a été dit aussi pendant les 10 commandements, donc je vais pas forcément détailler cette liste-là. Mais on retrouve identifier les entreprises motrices, ça a été évoqué aussi par Romain notamment. Les entreprises faut aller chercher les entreprises qui ont envie de s'impliquer, qui sont le plus ouvertes à ces expérimentations et qui peuvent jouer aussi ce rôle de fédérateur. C'est très très précieux d'identifier ces entreprises motrices-là et ne pas s'épuiser, et je le dis d'expérience, ne pas s'épuiser finalement à vouloir recruter tout le monde tout de suite. C'est beaucoup plus efficace de se concentrer d'abord sur des acteurs qui sont moteurs, qui sont volontaires, de créer une première dynamique avec eux, tant pis si on n'est que 15 au départ, et puis d'élargir après progressivement. Ça me rappelle une anecdote aussi quand je travaillais au club d'écologie industrielle de l'Aube. J'ai appelé beaucoup d'entreprises au début, j'essayais de leur raconter la dynamique, la démarche de ce qu'on faisait. Et il y en a une entreprise qui m'a dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Les démarches collectives, ça ne nous intéresse pas. Bon, ça annonçait la couleur. Donc voilà, je ne me suis pas formalisée. C'était le début de ma prise de poste. J'ai dit, OK, donc tac, je ne vais pas m'épuiser à essayer de les convaincre, ça ne sert à rien. On va partir avec les volontaires, on verra pour les autres après. Finalement, au fur et à mesure des ateliers qu'on organisait, des projets qu'on montait, je les ai recontactés. Je leur ai parlé que leurs voisins, ils faisaient des choses, ils venaient à nos ateliers. Je leur ai parlé des synergies qui avaient été mises en place, etc. Et ils ont fini par passer une tête, venir voir, juste pour se faire une idée de l'atelier. Et aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'ils sont adhérents du club d'écologie industrielle de l'Aube, qui ont monté des synergies. Et c'est ceux qui finalement viennent le plus à nos ateliers. Donc voilà, c'est pas grave s'ils viennent pas au début. Ils viendront plus tard. Il faut leur laisser le temps aussi, peut-être, eux, de décanter tout ça, d'appréhender, de voir si ça marche. Donc, déjà, partons avec ceux qui ont déjà cette sensibilité-là. Et après, on verra pour les autres, quoi. Voilà, deuxième point, trouver les bons canaux, le bon rythme d'information. On en a beaucoup parlé, qui correspond aux besoins du territoire, au rythme des entreprises. Il n'y a pas de canal universel, évidemment. Donc, trouver le bon, trouver le vôtre. Autre bonne pratique, c'est aller à la rencontre des entreprises individuellement. On en a déjà parlé, des visites, des entretiens. C'est vraiment des outils puissants. Ça permet de créer cette fameuse relation de confiance. Et on va pouvoir partir des besoins, on va dire, réels des entreprises. On en a beaucoup parlé aussi, c'est de l'importance d'organiser des rencontres conviviales, collectives, parce que voilà, la coopération, avant la coopération, il y a la confiance. Ça se construit. Et ça, c'est aussi grâce à des moments conviviaux. Autre point, c'est, on l'a dit aussi, oser expérimenter, tester, ajuster, s'essayer à des nouveaux formats différents. Voilà, donc, et n'hésitez pas si vous avez des formats un peu innovants, intéressants à proposer dans le chat. Des défis interentreprises, comme l'a évoqué Aurélia, des jeux sérieux, des speed meetings, des visites croisées, des ateliers un peu interactifs. Bonne pratique qu'on a déjà évoquée, c'est valoriser les résultats, faire témoigner les entreprises pour créer ce fameux effet d'entraînement. Et on ne va pas assez le rappeler, mais s'appuyer sur un maximum d'acteurs relais et élargir progressivement le cercle. Et c'est certainement la bonne pratique à retenir, ou en tout cas l'objectif plutôt, on va dire, c'est penser communauté. L'objectif, c'est construire quelque chose qui dure dans le temps,
un écosystème où les acteurs se connaissent, échangent et prennent progressivement le lead et une place active finalement. Donc voilà, ça c'est vraiment l'objectif, c'est créer une communauté durable qui existe à plus long terme. Voilà pour ces slides-là. Et je te laisse la main, du coup, peut-être Justine, là-dessus, Ouais, bah si. pour conclure. Là, c'est simple, dans le chat, si vous pouvez nous dire si vous avez une seule idée de ce webinaire à retenir, laquelle ce serait. Et puis dans un même temps, on vous en a parlé du rôti, donc on vous propose de le faire. Donc vous pouvez, en même temps que de répondre sur une idée que vous avez à retenir de ce webinaire, vous pouvez également mettre votre note du rôti. Donc si Clémence, tu peux également passer la slide d'après, s'il te plaît. Voilà. Donc pour rappel, c'est 5, la réunion m'a apporté bien plus de temps que ce que j'ai investi, ou 1, ça ne m'a rien apporté. Et pour l'ensemble, on a encore 4 minutes s'il y a des personnes qui veulent poser des questions ou intervenir. Et puis sinon, ben, n'hésitez pas à effectivement compléter dans le chat parce qu'à ce stade, je ne vois personne participer. Et merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire. Et puis, on vous souhaite à très bientôt. Il y aura un webinaire en fin d'année également, qui sera le dernier des 3 webinaires de l'année 2026. Et puis, sur les actions à venir, une fiche Zoom devrait sortir et des fiches Rex également, si je ne me trompe pas. Voilà, donc restez à l'affût des prochaines actualités du réseau Synapse. Merci à tous en tout cas.